Mon ex-mari m'a fait signifier les papiers du divorce aux funérailles de ma mère et à tout prix, y compris la maison dont j'avais hérité. Alors, j'ai tout racheté avec son propre héritage. Mon ex-mari, Ronald, a passé 2 ans à planifier secrètement notre divorce avec son ami avocat, Barry, alors que je pensais que nous travaillions sur notre mariage grâce à une thérapie qu'il jugeait nécessaire parce que j'étais, selon lui, trop émotive et difficile à vivre au quotidien. Ronald avait déplacé des actifs, caché des comptes bancaires et transféré des titres de propriété, tout en me tenant la main en thérapie et en promettant que nous traverserions cette mauvaise passe ensemble. Lorsqu'il a finalement déposé la demande, l'huissier m'a remis les papiers à l'enterrement de ma mère, alors que je prononçais son éloge funèbre, parce que Ronald disait que la détresse émotionnelle me rendrait plus facile à négocier. Son avocat avait monté un dossier en béton montrant que j'étais mentalement instable, en s'appuyant sur des notes de thérapie que Ronald avait secrètement enregistrées. Il me décrivait comme financièrement irresponsable sur la base d'achats qu'il avait fait en mon nom sans me le dire, et comme une mère inapte à cause de photos de la maison qu'il avait prise quand j'avais la grippe et que je ne pouvais pas faire le ménage. Le juge a tout donné à Ronald, y compris la maison héritée de ma grand-mère, ma voiture que j'avais payée avant le mariage, mon compte retraite qu'il m'avait convaincu de mettre aux 2 noms pour des raisons fiscales, et pire que tout, la garde principale de notre fille Zoé, qui avait 7 ans et ne comprenait pas pourquoi maman ne la voyait qu'un week-end sur 2. Maintenant, Ronald avait même récupéré ma bague de fiançailles, prétendant que c'était un héritage de famille alors qu'il l'avait acheté chez un prêteur sur gage. Il a pris la porcelaine de ma grand-mère, ma collection de livres, les bijoux de ma mère qu'il a offert à sa nouvelle petite amie Bethany, qui avait 22 ans et pensait que Ronald était un homme d'affaires prospère, et non un voleur qui avait tout dérobé à sa femme. J'ai emménagé dans un 2 pièces et j'ai recommencé à zéro avec rien, tandis que Ronald vivait dans la maison de ma grand-mère avec Bethany, qui postait des photos en portant le collier de ma mère. Ronald déposait Zoé et faisait des commentaires sur la tristesse de ma situation, disant que j'avais tout perdu par ma propre incompétence. Il disait à Zoé que maman ne pouvait pas se payer de belles choses parce qu'elle n'était pas intelligente avec l'argent comme papa. Il m'envoyait des factures pour la moitié des dépenses de Zoé, même s'il avait pris tous nos actifs, et je faisais 2 boulots juste pour payer mon loyer. Sa mère, Francine, m'appelait pour se vanter que Ronald s'était enfin libéré de moi et avait trouvé une femme qui le méritait. Elle disait que je devrais être reconnaissante que Ronald me laisse voir Zoé, vu le désastre que j'étais devenu. Le truc avec Francine, c'est qu'elle avait 83 ans et possédait environ 4 millions de dollars grâce à l'assurance vie de son mari et à des investissements judicieux qu'elle avait faits sur 40 ans. Elle avait toujours promis à Ronald qu'il hériterait de tout en tant que fils unique, et il comptait sur cet argent pour prendre une retraite anticipée. Francine souffrait d'une légère démence qui allait et venait, mais elle était globalement lucide et vivait seule, refusant d'aller en maison de retraite. Ronald passait la voir une fois par mois pour s'assurer qu'elle était toujours en vie et que son héritage était en sécurité. C'est là que j'ai commencé à rendre visite à Francine tous les jours. Je lui apportais ses courses, je lui faisais à manger, je nettoyais sa maison et j'écoutais ses histoires sur le passé. Je l'emmenais à ses rendez-vous médicaux, j'allais chercher ses ordonnances et je veillais à ce qu'elle prenne ses médicaments. Je suis devenu la fille qu'elle n'avait jamais eue. Pendant que Ronald était trop occupé avec Bethany pour remarquer que sa mère avait besoin d'aide, Francine a commencé à m'appeler son ange et à dire que j'étais la seule personne qui se souciait vraiment d'elle. Après 6 mois de visite quotidienne, Francine m'a demandé de l'aider avec de la paperasse. Elle était confuse au sujet de son testament et voulait s'assurer que tout était en ordre. Je l'ai aidé à contacter un avocat pour tout revoir et s'assurer que ses souhaits étaient clairs. L'avocat a rencontré Francine seule à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle n'était pas influencée. Francine était complètement lucide lors de ces réunions et très claire sur ce qu'elle voulait. Elle a dit que Ronald avait montré son vrai visage en volant sa femme et son enfant, et qu'elle ne pouvait pas laisser d'argent à quelqu'un d'aussi cruel. Elle a dit, « J'ai montré plus d'amour en 6 mois que Ronald en 50 ans. » Elle a modifié son testament, laissant tout à moi et à Zoé dans un trust, fonds fiduciaire, que Ronald ne pouvait pas toucher. Elle a également ajouté une note expliquant exactement pourquoi Ronald était déshérité, incluant la façon dont il m'avait traité et sa négligence envers elle. 8 mois plus tard, Francine est décédée paisiblement avec moi lui tenant la main, tandis que Ronald était à Hawaï avec Bethany, dépensant l'argent qu'il pensait hériter bientôt. Il n'est même pas rentré avant 3 jours, prétendant que les vols étaient trop chers. Lors de la lecture du testament, Ronald s'est présenté dans un costume neuf, planifiant déjà comment dépenser ses millions. L'avocat a lu le testament de Francine, déclarant que tout me revenait en tant qu'administratrice pour le compte de Zoé, et que Ronald n'avait rien. Le visage de Ralph, l'avocat,
reste totalement impassible alors qu'il continue de lire, sa voix stable et professionnelle comme s'il avait fait cela 1000 fois auparavant. La totalité du patrimoine de 4 millions de dollars me revient en tant qu'administratrice au bénéfice de Zoé. Chaque centime sur lequel Ronald comptait pour sa retraite anticipée et son style de vie luxueux avec Bethany. Ralph sort un second document. Celui-ci est manuscrit sur le papier à en-tête personnelle de Francine, et il le lit à haute voix sans aucune émotion, même si les mots mettent Ronald en pièces. Francine a écrit que son fils avait montré sa véritable nature en volant sa femme et son enfant, qu'il avait passé 2 ans à planifier la destruction de la mère de sa petite fille tout en faisant semblant de travailler sur leur mariage, qu'il avait tout pris, y compris une maison que sa femme avait héritée de sa grand-mère. Elle a écrit sur la façon dont Ronald lui rendait visite une fois par mois juste pour s'assurer qu'elle était toujours en vie et que son argent était en sécurité. Comment il n'appelait jamais pour savoir si elle avait besoin de quelque chose. Comment il était allé à Hawaï pendant qu'elle mourait parce que les vols de retour étaient trop chers. Elle a écrit comment je venais chaque jour pendant 8 mois, apportais des courses, cuisinais des repas, écoutais ses histoires, l'emmenais chez le médecin et veillais à ce qu'elle prenne ses médicaments, devenant la fille qu'elle n'avait jamais eue, alors que son vrai fils était trop occupé avec sa petite amie de 22 ans pour remarquer que sa mère avait besoin d'aide. Ronald bondit de sa chaise si vite qu'elle bascule en arrière et s'écrase contre le mur derrière lui. Il hurle que c'est une fraude. Que j'ai manipulé sa mère confuse qui souffrait de démence. Qu'il va me poursuivre pour tout prendre et prouver que je suis une menteuse et une voleuse. Son visage est rouge vif et de la salive vole de sa bouche pendant qu'il crie, et Barry pose une main sur son bras pour essayer de le calmer. Mais Ronald le repousse. Ralph reste parfaitement calme, pose la lettre puis prend un autre dossier sur son bureau. Il explique de la même voix posée que Miochin a mené plusieurs évaluations de compétences sur une période de 6 semaines. Que Francine était complètement lucide lors de chaque réunion, qu'il existe des enregistrements vidéo d'elle expliquant son raisonnement avec ses propres mots. Il dit que Francine a rencontré 2 médecins différents qui ont confirmé qu'elle comprenait exactement ce qu'elle faisait. Qu'elle a écrit la lettre elle-même sans que personne ne l'aide ou ne lui suggère quoi dire. Que toutes les protections juridiques possibles ont été mises en place spécifiquement parce qu'il savait que Ronald contesterait cela. Le visage de Barry devient pâle pendant que Ralph parle, et je peux le voir faire des calculs mentaux sur les frais juridiques que cela va engendrer et comment Ronald ne pourra certainement pas les payer maintenant. Barry s'attendait clairement à ce que son ami hérite de millions et planifiait probablement déjà combien il pourrait facturer pour gérer la succession. Et maintenant, il réalise que tout ce travail juridique minutieux a servi à s'assurer qu'il ne pourrait rien contester avec succès. Je reste assise sur ma chaise, les mains croisées sur mes genoux, pendant que Ronald fait les 100 pas en continuant de crier, et je ressens ce mélange étrange de sentiments auquel je ne m'attendais pas. Une partie de moi a envie de sourire parce que c'est exactement ce que j'avais prévu. Exactement ce que Ronald mérite après ce qu'il m'a fait à moi et à Zoé. Mais une autre partie est sincèrement triste que Francine soit morte. Que cette femme qui est devenue mon amie soit partie et que je n'entendrai plus jamais ses histoires ni ne verrai son visage s'illuminer quand je lui apportais ses biscuits préférés. L'argent semble presque accessoire par rapport au fait que Francine a complètement percé à jour son fils, compris quel genre de personne il était vraiment, et choisi de protéger la petite fille qu'il utilisait comme une arme contre moi. Elle aurait pu partager l'argent entre nous ou donner quelque chose de petit à Ronald, mais elle a choisi de ne lui donner absolument rien parce que c'est ce qu'elle pensait qu'il méritait. Ronald continue de crier à propos d'avocats et de contestation et de la façon dont il va prouver que je suis une criminelle. Mais Ralph reste assis là calmement avec tous ses dossiers et documents. Et je sais que Ronald a déjà perdu ce combat avant même qu'il ne commence. Ralph attend que Ronald soit finalement à bout de souffle et s'effondre dans sa chaise, respirant fort. Puis il fouille dans son bureau et sort une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus de l'écriture tremblante de Francine. Il me la tend par-dessus le bureau et dit, « Francine a laissé ceci spécifiquement pour vous avec pour instruction que vous la lisiez en privé. » Je prends l'enveloppe et la tiens avec précaution. Sentant le poids du papier et voyant comment l'écriture de Francine est devenue chancelante vers la fin quand ses mains ne fonctionnaient plus aussi bien. Ralph explique qu'il y a d'autres documents juridiques que je dois signer, mais qu'ils peuvent attendre la semaine prochaine. Et il suggère que Ronald veuille peut-être consulter son propre avocat avant d'entreprendre des actions qu'il regrettera. Barry hoche la tête rapidement et commence à rassembler ses papiers, clairement prêt à sortir Ronald de là avant qu'il n'aggrave les choses. Je me lève et remercie Ralph pour son temps, et je sors de ce bureau avec l'enveloppe pressée contre ma poitrine tandis que la voix de Ronald me suit dans le couloir, criant toujours à la fraude et à la manipulation. Je reste assise dans ma voiture dans le garage souterrain pendant 10 minutes avant de pouvoir me résoudre à ouvrir l'enveloppe,
la tenant simplement et pensant à Francine et à la façon dont elle devait savoir qu'elle mourrait quand elle a écrit ceci. Mes mains tremblent un peu alors que je déchire le sceau et sors 2 pages de cette même écriture tremblante. Et je dois cligner des yeux plusieurs fois parce que ma vue se brouille. Francine me remercie de l'avoir traité avec dignité et amour alors que son propre fils ne prenait pas la peine de lui rendre visite plus d'1 fois par mois. Elle écrit qu'elle sait que j'ai commencé à venir la voir parce que j'étais en colère contre Ronald et que je cherchais n'importe quel avantage possible. Et elle n'est pas assez stupide pour penser que mes motifs étaient purs au début. Mais elle dit que j'ai fini par me soucier sincèrement d'elle au cours de ces 8 mois. Qu'elle pouvait faire la différence entre quelqu'un qui fait semblant et quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Et cela fait de moi une meilleure personne que Ronald ne l'a jamais été ou ne le sera jamais. Elle écrit que Ronald lui a montré qui il était vraiment quand il a tout volé à sa femme et à son enfant. Quand il m'a fait signifier les papiers du divorce aux funérailles de ma mère parce qu'il pensait que cela me rendrait plus facile à manipuler. Elle dit qu'elle ne peut pas laisser son argent à quelqu'un d'aussi cruel, quelqu'un qui détruirait la mère de sa propre fille juste pour se sentir puissant et en contrôle. La lettre se termine en disant qu'elle espère que l'argent m'aidera à construire une belle vie pour Zoé. Et elle est désolée de ne pas avoir vu le vrai visage de Ronald plus tôt pour avoir pu m'aider pendant le divorce. Je conduis jusqu'à mon appartement avec la lettre sur le siège passager et à mi-chemin, je dois m'arrêter sur le bas-côté parce que je pleure trop fort pour voir la route. Je reste assise sur un parking au hasard et je me laisse ressentir tout à la fois, le chagrin d'avoir perdu Francine, la satisfaction d'avoir battu Ronald et la culpabilité de la façon dont tout cela a commencé. Quand je rentre enfin chez moi, j'appelle Oswald Rémy, l'avocat que j'ai engagé il y a 2 semaines quand j'ai su que la lecture du testament approchait. Il répond à la 2e sonnerie et demande comment cela s'est passé, et je lui raconte tout ce que Ralph a dit sur les évaluations de compétences, les enregistrements vidéo et les multiples médecins. Oswald et Med sont satisfaits et dit qu'il a déjà examiné tous les documents testamentaires que je lui ai envoyés la semaine dernière, que les avocats de Francine ont construit des protections si solides que les contestations de Ronald sont pratiquement sans valeur avant même de commencer. Il explique que nous devons nous attendre à des menaces et des lettres juridiques et peut-être même à un procès formel, mais que rien n'aboutira parce que Francine a tout documenté parfaitement. Il dit que l'héritage sera en cours d'homologation pendant quelques mois le temps que tout soit traité, mais qu'il n'y a aucune chance réelle que Ronald puisse y toucher. Ce soir-là, mon téléphone commence à sonner encore et encore, et je laisse aller sur la messagerie les 16 premières fois parce que je sais que c'est Ronald et je ne suis pas encore prête à entendre sa voix. Au 17e appel, je réponds finalement parce que je sais qu'il ne s'arrêtera pas tant que je ne le ferai pas. Et immédiatement, il crie, puis supplie, puis menace, puis supplie encore. Il dit, j'ai manipulé sa mère malade, volé son héritage et ruiné sa vie. Et puis 2 secondes plus tard, il me demande de s'il vous plaît faire ce qu'il faut et de partager l'argent parce que nous avons été mariés pendant 10 ans et que cela devrait compter pour quelque chose. J'attends qu'il arrête de parler et ensuite je dis très calmement que Francine a fait son choix basé sur ses propres actions, basé sur la façon dont il nous a traités, Zoé et moi, ainsi que sa propre mère pendant des années. Je lui dis que j'honore ses volontés en m'assurant que l'avenir de Zoé est protégé de ses jeux financiers et de sa manipulation. Il recommence à crier que je suis une voleuse et une menteuse. Alors, je raccroche et je bloque son numéro sur tout sauf l'application de coparentalité que nous utilisons pour le planning de Zoé. Le lendemain matin, je me réveille pour trouver une lettre recommandée glissée sous la porte de mon appartement et je sais ce que c'est avant même de l'ouvrir. Barry a envoyé une menace juridique formelle concernant une influence indue et un abus sur personne âgée, affirmant que j'ai manipulé une vieille femme confuse et l'ai isolée de son fils aimant. La lettre exige que je renonce volontairement à l'héritage et permette qu'il passe à Ronald en tant qu'héritier naturel de Francine, et menace de poursuites pénales et de procès civils si je ne m'exécute pas dans les 10 jours ouvrables. Je prends des photos de chaque page et les envoie par email à Oswald. Puis je vais faire du café et j'attends qu'il me rappelle. Il appelle 20 minutes plus tard et il rit, vraiment, il éclate de rire à quel point cette lettre est stupide. Il explique que ses contestations exactes avaient été anticipées et préparées, que la documentation de Francine sur son raisonnement et son état mental rend ses menaces complètement vides. Il dit que Barry fait probablement ça parce que Ronald lui met la pression et qu'il a besoin de montrer qu'il a tenté quelque chose. Mais tout avocat qui lirait réellement le dossier dirait à Ronald qu'il perd son temps et son argent. Je vais travailler à mes 2 emplois comme toujours parce que l'héritage est encore en cours de succession et j'ai toujours besoin de payer mon loyer, d'acheter des courses et de faire tourner ma vie. Mais il y a cette légèreté dans ma poitrine qui n'était pas là avant. Ce sentiment que l'avenir de Zoé est protégé maintenant, peu importe ce que Ronald essaie de faire. Mes collègues remarquent que je souris plus et que je fredonne en travaillant.
Et quelques-uns d'entre eux demandent si quelque chose de bien est arrivé. Je leur dis juste que j'ai reçu de bonnes nouvelles concernant une affaire familiale et j'en reste là parce que je ne suis pas prête à expliquer toute l'histoire compliquée de comment j'ai obtenu l'héritage de mon ex-mari en m'occupant de sa mère alors qu'il l'ignorait. 3 jours après la lecture du testament, quelqu'un frappe à la porte de mon appartement au milieu de l'après-midi lors de mon jour de congé. Je regarde par le Judas et je vois Bethany debout, portant le collier de ma mère, celui que Ronald lui a donné après me l'avoir volé lors du divorce. Elle est habillée comme pour aller quelque part de chic, son maquillage est parfait et elle a l'air nerveuse. J'ouvre la porte, mais je ne l'invite pas à entrer. Je reste juste là à attendre de voir ce qu'elle veut. Elle commence à parler très vite, disant que Ronald est dévasté, qu'il ne dort pas et mange à peine, qu'il aimait vraiment sa mère et qu'il a le cœur brisé que je l'ai monté contre lui. Je regarde ce collier autour de son cou, celui que ma mère portait tous les jours jusqu'à sa mort, et je me sens complètement calme. Je dis à Bethany qu'elle est la bienvenue pour garder les bijoux volés puisqu'ils lui vont parfaitement, et je lui suggère de commencer à chercher quelqu'un avec de l'argent réel à fréquenter puisque l'héritage de Ronald vient de disparaître. Son visage devient rouge et elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais je ferme la porte avant qu'elle ne puisse sortir les mots. La visite de garde de Zoé a lieu ce week-end-là. Et quand Ronald la dépose, il ne me regarde même pas. Il la laisse juste sortir de la voiture et s'éloigne rapidement. Zoé semble confuse et silencieuse, et après le dîner, elle me demande pourquoi papa a l'air si en colère tout le temps. Je réfléchis soigneusement à la façon d'expliquer cela d'une manière honnête mais appropriée pour une enfant de 7 ans. Et je lui dis que grand-mère Francine lui a laissé un cadeau spécial pour aider à son avenir. J'explique que parfois les adultes ont des sentiments compliqués à propos de l'argent, et que papa est contrarié parce qu'il pensait qu'il aurait l'argent de grand-mère, mais qu'elle a choisi de le donner à Zoé à la place. Je lui dis que rien de tout cela ne change à quel point ses 2 parents l'aiment, et que l'argent est juste là pour s'assurer qu'elle pourra aller à l'université et avoir une belle vie. Zoé réfléchit à cela pendant 1 minute et demande ensuite si cela signifie que nous pouvons avoir un appartement plus grand avec une chambre rien que pour elle. Et je lui dis peut-être bientôt, quand tout sera fini avec les avocats. Je vérifie mon téléphone le lendemain matin et je vois que le post Facebook de Ronald a explosé pendant la nuit. Il a écrit un long texte sur la perte de sa mère bien-aimée et comment son ex-femme avide a manipulé une femme âgée confuse pour qu'elle change son testament. Les commentaires commencent par être sympathiques, avec des gens disant qu'ils sont désolés pour sa perte et à quel point je suis terrible. Mais ensuite, je vois que la voisine de Francine, Madame Smith, a commenté. Elle écrit qu'elle vit à côté de la maison de Francine et n'a jamais vu Ronald rendre visite plus d'1 fois par mois, mais qu'elle me voyait là chaque jour pendant 8 mois apporter des courses et emmener Francine à des rendez-vous. Une autre voisine intervient en disant la même chose. Et puis quelqu'un d'autre poste de vraies photos depuis son téléphone, me montrant en train d'aider Francine à monter les sacs de courses sur les marches de son entrée. L'horodatage des photos prouve que j'étais là constamment alors que Ronald était introuvable. J'ai regardé la section des commentaires se retourner contre Ronald en temps réel alors que de plus en plus de voisins ajoutent leurs propres observations sur le fait que j'étais la seule à prendre soin de Francine alors que son fils l'ignorait. Quelqu'un demande pourquoi Ronald ne rendait jamais visite à sa mère s'il l'aimait tant, et Ronald commence à supprimer des commentaires et à bloquer des gens, ce qui ne fait que le rendre encore plus suspect. Je fais des captures d'écran de tout avant qu'il ne puisse tout effacer. J'envoie des copies à Oswald qui dit que ce genre de documentation publique de la négligence de Ronald pourrait être utile si les choses se compliquent. 2 jours plus tard, Oswald m'appelle pour me dire que Barry a déposé une contestation judiciaire formelle prétendant que Francine n'avait pas la capacité mentale de changer son testament. Je sens mon estomac se nouer parce que même si Oswald m'avait prévenu que cela arriverait probablement, y faire face semble différent. Les 2 semaines suivantes sont brutales avec des dépositions où Barry essaie de dépeindre Francine comme confuse et moi comme une manipulatrice qui a profité de la situation. Mio, l'avocate de la défense experte, se présente à chaque déposition avec des boîtes de documentation, et la regarder travailler, c'est comme regarder quelqu'un désamorcer une bombe avec un calme parfait. Elle présente les dossiers médicaux du médecin de Francine, montrant des évaluations cognitives régulières qui étaient toutes normales. Elle montre les évaluations de compétences de 2 spécialistes différents qui ont examiné Francine spécifiquement pour déterminer si elle comprenait ce qu'elle faisait avec le testament. Elle a même des enregistrements vidéo de Francine expliquant son raisonnement dans un langage clair et précis. Cela rend évident qu'elle savait exactement ce qu'elle choisissait et pourquoi. Barry continue d'insister sur le diagnostic de démence de Francine, mais Mio explique calmement qu'une légère démence ne signifie pas que quelqu'un manque de capacité pour les décisions juridiques, surtout quand ils ont de bons jours et que plusieurs professionnels les ont évalués comme compétents.
Je regarde le visage de Ronald devenir de plus en plus rouge à mesure que chaque preuve rend son cas plus désespéré et vindicatif. À la fin de la 2e semaine, même Barry a l'air fatigué et vaincu, comme s'il savait qu'il menait une bataille perdue d'avance, mais qu'il devait continuer parce que Ronald refusait d'accepter la réalité. La pire déposition a lieu le 9e jour quand Barry me questionne directement sur la raison pour laquelle j'ai commencé à rendre visite à Francine si soudainement après le divorce. Je suis assise là dans cette salle de conférence avec le sténographe qui tape tout et Oswald à côté de moi, et je décide de simplement dire la vérité. Je dis que j'étais en colère après avoir tout perdu et que je cherchais n'importe quel avantage que je pouvais trouver. J'admets que j'ai commencé à rendre visite à Francine en partie parce que je savais que Ronald comptait sur cet héritage et je voulais le blesser comme il m'avait blessé. Mais ensuite j'explique comment Francine est devenue une vraie amie au cours de ces 8 mois. Comment je me suis sincèrement soucié d'elle, j'ai apprécié sa compagnie et je me suis sentie protectrice envers elle quand j'ai vu à quel point elle était seule. Je dis que Francine a fait ses propres choix basés sur l'observation du caractère de son fils pendant 50 ans, pas seulement sur mes 8 mois de visite. Je leur parle de la façon dont elle parlait de Ronald enfant et à quel point elle était déçue de l'homme qu'il était devenu, comment elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait être si cruel envers sa propre famille. Barry essaie de me faire passer pour calculatrice et froide, mais je reviens toujours au fait que Francine était vive d'esprit et claire quand elle a changé son testament, et qu'elle avait des raisons très spécifiques qui n'avaient rien à voir avec une quelconque manipulation de ma part. Oswald me serre le bras quand nous quittons cette déposition, me disant que j'ai bien fait d'être honnête au lieu d'essayer de prétendre que mes motifs étaient purs dès le début. Le juge ne prend que 3 jours pour tout examiner et statuer en ma faveur. Oswald m'appelle au travail avec la nouvelle, lisant des parties de la décision où le juge dit que la documentation de Francine est extraordinaire et son raisonnement tout à fait sain. Le juge écrit que Francine comprenait clairement ses actifs, sa situation familiale et les conséquences de ses choix, et qu'elle a articulé des raisons valables pour déshériter son fils basées sur son traitement de sa famille et sa négligence de ses soins. Ronald est condamné à payer mes frais juridiques pour avoir porté une contestation que le juge qualifie de frivole et sans mérite. Oswald me dit que les frais seront d'environ 15 000 $, et il sait pertinemment que Ronald n'a pas ce genre d'argent de côté. Je ressens ce mélange étrange de soulagement et d'épuisement, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 2 semaines et que je pouvais enfin expirer. L'héritage est sécurisé maintenant, protégé pour l'avenir de Zoé et la tentative de Ronald de le voler à nouveau a échoué, exactement comme il se devait. J'utilise une partie de l'argent de l'héritage qui est débloqué de la succession pour emménager dans un appartement plus grand. C'est un 3 pièces dans un quartier décent avec un petit jardin où Zoé peut jouer. Je passe un week-end à peindre sa chambre dans le violet clair qu'elle voulait, installant son lit et sa commode et remplissant le placard de vêtements qui lui vont vraiment. Ce n'est pas aussi beau que la maison de ma grand-mère que Ronald a volée, mais c'est propre et sûr, et c'est à nous. Quand Zoé voit sa chambre pour la première fois, elle court partout en touchant tout comme si elle n'arrivait pas à croire que c'est réel. Elle demande si cela signifie qu'elle peut rester ici plus souvent, et je lui dis que nous y travaillons. J'achète des courses pour remplir le frigo et le garde-manger, des choses simples comme des céréales, des briques de jus et de quoi faire des sandwichs. Mais avoir une cuisine pleine à nouveau ressemble à du luxe après 2 ans à peine joindre les 2 bouts. Je m'assois sur mon nouveau canapé cette première nuit après que Zoé s'est endormie dans sa chambre violette, et je me laisse ressentir quelque chose proche de la paix pour la première fois depuis l'enterrement de ma mère. La nouvelle se répand vite concernant le déshéritement de Ronald et l'échec de sa contestation judiciaire, et apparemment il vivait bien au-dessus de ses moyens en s'attendant à ce que l'argent de Francine le rend flou. J'apprends par des amis communs qu'il est en retard sur l'hypothèque de la maison de ma grand-mère et que ses cartes de crédit sont au plafond. 2 semaines après la décision du juge, Bethany le quitte et emménage avec un type qu'elle a rencontré dans un bar. Ma collègue me montre l'Instagram de Bethany où elle poste déjà des photos de couple avec son nouveau petit ami qui conduit une belle voiture et l'emmène dans des restaurants chers. Elle porte toujours le collier de ma mère sur les photos, par contre, ce qui me dérange plus que cela ne le devrait probablement. Le Facebook de Ronald devient silencieux après que les commentaires des voisins ont détruit sa campagne de sympathie, et j'entends dire qu'il quitte à peine la maison sauf pour aller travailler. Une partie de moi se sent satisfaite de voir sa vie s'effondrer comme la mienne l'a fait, mais surtout je me sens fatigué de me soucier de ses problèmes. Je planifie une réunion avec un médiateur en droit de la famille pour parler de la modification de l'arrangement de garde. Maintenant que j'ai un appartement convenable et une stabilité financière, il n'y a aucune raison que Zoé ne me voie qu'un week-end sur 2. Oswald vient avec moi à la première réunion pour discuter de la stratégie. Et il me dit quelque chose qui me surprend. Il dit que je devrais demander la garde partagée, égale, et non la garde principale,
même si je pourrais probablement l'obtenir étant donné les problèmes financiers de Ronald et les commentaires du juge sur son caractère. Oswald explique que Zoé a besoin de ses deux parents, même si Ronald est un ex-mari terrible, et qu'être vindicative n'aidera pas ma fille. Il me rappelle que j'ai détesté la façon dont Ronald a utilisé Zoé comme une arme contre moi, et que faire la même chose en retour ferait de moi quelqu'un comme lui. Je sais qu'il a raison, même si une partie de moi veut tout prendre à Ronald comme il m'a tout pris. La session de médiation a lieu dans un bureau fade aux murs beige et aux chaises inconfortables. Ronald arrive l'air fatigué et en colère, s'asseyant aussi loin de moi que possible pendant que la médiatrice explique le processus. Quand je propose la garde partagée avec une semaine sur 2, Ronald explose. Il m'accuse d'utiliser l'argent pour voler sa fille de la même façon que j'ai volé son héritage. Il dit, je fais juste ça par vengeance et je ne me soucie pas vraiment de ce qui est le mieux pour Zoé. La médiatrice, une femme âgée calme qui a clairement vu toutes sortes de batailles pour la garde, le laisse déblatérer pendant environ 2 minutes avant de l'interrompre. Elle souligne très directement que je propose une garde égale, sans essayer de limiter son temps avec Zoé comme il a limité le mien. Elle dit, ma proposition montre considérablement plus de maturité que ces accusations dramatiques, et peut-être devrait-il se concentrer sur ce qui est réellement le mieux pour sa fille au lieu de ses propres sentiments blessés. Le visage de Ronald devient rouge, mais il se tait, et je peux le voir lutter pour ne pas dire quelque chose qui le ferait paraître encore pire. Barry arrive en retard à la médiation et tire Ronald à part pour une conversation privée dans le couloir. À travers la porte vitrée, je peux voir Barry parler sérieusement tandis que Ronald secoue la tête et gesticule avec colère. Quand ils reviennent, Barry dit doucement à la médiatrice que son client est prêt à accepter la modification de garde proposée. Je regarde le visage de Ronald pendant que Barry parle, et je peux voir une pure rage derrière ses yeux d'être acculé à l'équité. Il est forcé d'accepter la garde égale parce que la combattre coûterait de l'argent qu'il n'a pas et le ferait paraître vindicatif aux yeux de tout juge qui examinerait le dossier. Barry lui fait signer l'accord sur le champ, probablement inquiet que Ronald change d'avis si on lui laisse le temps d'y réfléchir. La médiatrice témoigne des signatures et dit qu'elle déposera tout au tribunal. Et juste comme ça, j'ai à nouveau la garde partagée de ma fille. Ronald sort sans me dire un mot, et j'entends sa voiture quitter le parking en crissant des pneus. Zoé est confuse quand j'explique le nouveau calendrier de garde, mais elle est aussi clairement heureuse de passer plus de temps avec moi. Elle demande pourquoi ça change maintenant, et je lui dis simplement que maman a un meilleur endroit pour vivre avec une chambre rien que pour elle donc nous pouvons passer plus de temps ensemble. Je fais très attention à ne rien dire de mal sur son père, même si j'ai des années de matériel que je pourrais utiliser. Quand elle mentionne que papa a l'air souvent en colère ces derniers temps, je lui dis juste que les adultes ont parfois des sentiments compliqués face au changement, mais que ses deux parents l'aiment très fort. Je me concentre sur le fait de rendre notre temps ensemble stable et aimant, en gardant des routines qui l'aident à se sentir en sécurité. Nous prenons le petit déjeuner ensemble chaque matin pendant mes semaines, je l'aide avec ses devoirs à la table de la cuisine, et nous lisons des livres avant de dormir dans sa chambre violette. Elle commence à laisser des jouets et des vêtements à mon appartement au lieu de tout emballer à chaque fois. Et je peux la voir se détendre à l'idée que c'est vraiment sa maison aussi, pas juste un endroit qu'elle visite. Je donne mon préavis au café un mardi matin, et ma gérante a l'air surprise, mais heureuse pour moi. Elle dit que j'ai été l'une de ses employées les plus fiables, même quand elle voyait que j'étais épuisé, et elle espère que les choses s'améliorent pour moi. Je ne lui parle pas de l'héritage ou du changement de garde. Je dis juste que ma situation s'est suffisamment améliorée pour que je puisse me concentrer sur un seul emploi maintenant. Le temps supplémentaire signifie que je peux être bénévole pour les sorties scolaires de Zoé et assister à ses réunions parents-profs sans avoir à supplier pour des changements d'horaire ou manquer des heures de travail dont j'avais désespérément besoin. Son institutrice me prend à part après la classe un après-midi et mentionne que Zoé semble beaucoup plus posée ces derniers temps, moins anxieuse pendant les cours et plus disposée à participer aux activités de groupe. Elle dit que quels que soient les changements survenus à la maison, ils aident clairement. Et Zoé parle de maman plus positivement maintenant au lieu de la façon triste et confuse dont elle mentionnait notre temps limité ensemble. Je sens quelque chose se dénouer dans ma poitrine en entendant cela. Comme si j'étais en train de défaire une partie des dégâts que Ronald a créés avec sa manipulation de la garde et ses commentaires constants sur mes échecs. Zoé a encore des jours difficiles où elle digère clairement le divorce et les changements, mais elle dort mieux à mon appartement et ne pleure plus autant quand Ronald vient la chercher. Je reçois un email de Ronald 3 semaines après la mise en place de la modification de garde, et c'est une demande formelle pour que je lui verse une pension alimentaire maintenant que j'ai accès à l'argent de Francine. Il liste les dépenses pour Zoé et prétend que puisque je suis maintenant riche,
je devrais contribuer à plus de la moitié de ses soins. Je transfère l'email à Oswald sans même répondre directement à Ronald. Et Oswald me rappelle dans l'heure, en riant. Il explique que l'héritage est dans un trust pour Zoé que je gère mais auquel je ne peux pas accéder pour un usage personnel, et je vis toujours sur mon salaire régulier de mon seul emploi restant. Ronald n'a aucune base légale pour exiger une pension alimentaire sur des fonds fiduciaires désignés pour l'avenir de notre fille, et le désespoir dans sa tentative de saisir n'importe quelle part de l'argent de Francine serait pathétique si ce n'était pas si prévisible. Oswald envoie à Ronald une lettre formelle expliquant la structure du trust et l'avertissant que toute demande frivole supplémentaire entraînera une documentation de harcèlement qui pourrait affecter l'arrangement de garde que nous venons d'établir. Ronald ne répond pas à la lettre, mais je peux imaginer sa rage d'être bloqué à nouveau, de regarder l'argent qu'il pensait être le sien rester complètement hors de sa portée. Une lettre arrive dans ma boîte aux lettres avec une adresse de retour que je ne reconnais pas. Et quand je l'ouvre, je trouve 3 pages d'une écriture soignée de la part de quelqu'un nommé Margaret. Elle se présente comme l'une des amies de Francine de son club de lecture. Et elle écrit qu'elle voulait me remercier pour les soins que j'ai prodigués durant les derniers mois de Francine. Margaret décrit comment Francine parlait de moi pendant leur réunion, mentionnant mes visites quotidiennes et comment je l'aidais avec les courses et les rendez-vous quand son propre fils ne prenait pas la peine de le faire. Elle écrit que Francine parlait de moi avec une affection sincère, m'appelant la fille qu'elle aurait souhaité avoir, et que plusieurs membres du club de lecture avaient remarqué à quel point Francine semblait plus heureuse une fois que j'avais commencé à lui rendre visite régulièrement. Margaret dit qu'elle a assisté aux funérailles et a entendu parler du testament et elle veut que je sache que Francine savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a fait ces changements. Elle écrit que Francine parlait du traitement de Ronald envers moi et Zoé, à quel point elle était horrifiée d'apprendre ce que son fils avait fait, et qu'elle se sentait en paix sachant que l'argent protégerait Zoé de l'égoïsme de Ronald au lieu de récompenser sa cruauté. Je lis la lettre 3 fois, pleurant à la fin, parce qu'elle confirme ce que j'espérais mais dont je n'étais pas sûr. Le choix de Francine n'était ni confusion ni manipulation. C'était une justice lucide de la part d'une femme qui a vu le vrai visage de son fils et a choisi de protéger sa petite fille à la place. 3 mois après la lecture du testament, j'emmène Zoé visiter la tombe de Francine un samedi matin. Nous nous arrêtons d'abord dans une jardinerie, et Zoé choisit des fleurs roses et violettes, disant que grand-mère aimerait les jolies couleurs. Au cimetière, nous nous agenouillons dans l'herbe à côté de la pierre tombale, et je montre à Zoé comment creuser de petits trous pour les plantes. Elle pose des questions sur grand-mère pendant que nous travaillons, et je lui raconte des histoires adaptées à son âge sur le sens de l'humour vif de Francine et son amour des romans policiers. Zoé tasse la terre autour des fleurs avec précaution, puis s'assoit et demande si grand-mère était fâchée contre papa. Je choisis mes mots avec soin, expliquant que parfois les gens font des choix concernant leur argent en fonction de qui ils ont confiance pour l'utiliser sagement, et grand-mère avait confiance que maman s'assurerait que Zoé ait tout ce dont elle a besoin. Je lui dis que grand-mère l'aimait beaucoup et voulait qu'elle ait un bel avenir, et c'est pourquoi elle a fait les choix qu'elle a faits. Zoé semble accepter cette explication, hochant la tête sérieusement, puis demande si nous pouvons visiter grand-mère à nouveau et apporter des fleurs de couleurs différentes la prochaine fois. Nous restons un moment de plus, Zoé parlant à la pierre tombale de l'école et de ses livres préférés. Et je me sens reconnaissante que ma fille ait ce lien avec Francine, même si elles n'ont pas eu beaucoup de temps ensemble. Je fais défiler les annonces immobilières sur mon téléphone pendant ma pause déjeuner quand je la vois. La maison de ma grand-mère, la maison que Ronald m'a volée lors du divorce, mise en vente avec des photos professionnelles montrant des pièces que je connaissais par cœur. Le prix est raisonnable pour le quartier, et l'annonce mentionne que le vendeur est motivé et cherche une conclusion rapide. Je fixe les photos pendant un long moment, voyant les bibliothèques intégrées de ma grand-mère et le siège près de la fenêtre où je lisais quand j'étais enfant, maintenant mis en scène avec des meubles qui ne sont pas les miens. Ronald doit être en train de se noyer financièrement sans l'héritage sur lequel il comptait. Incapable de payer l'hypothèque et l'entretien d'une maison de cette taille, je ressens un mélange compliqué de satisfaction et de quelque chose qui ressemble presque à de la tristesse. Le regarder perdre la chose qu'il m'a volée, même si je sais que je ne la récupère pas, et qu'un acheteur au hasard finira avec ma maison de famille. Mon téléphone sonne 2 jours plus tard avec un numéro que je ne reconnais pas. Et quand je réponds, c'est une agent immobilier nommée Alice qui s'occupe de la vente de la maison de ma grand-mère. Elle dit qu'elle a remarqué que mon nom de famille correspond au registre de propriété d'avant le récent changement de propriétaire. Et elle se demande si je pourrais être intéressé pour faire une offre puisque j'ai une histoire familiale avec la maison. L'ironie me frappe si fort que je manque de rire et je lui dis que j'appellerai Oswald immédiatement pour expliquer la situation. Et il reste silencieux un moment avant de me poser une question que je n'avais pas envisagée.
Il veut savoir si je veux la maison elle-même avec tous les souvenirs et l'histoire qui y sont attachés ou si je veux juste la satisfaction de la reprendre à Ronald. Je n'ai pas de réponse tout de suite, et Oswald me dit de réfléchir soigneusement à ce qui me rendra réellement heureuse par rapport à ce qui ressemblera juste à une victoire. Il me rappelle que la maison aura besoin de travaux et d'entretien, que déménager Zoé à nouveau pourrait être perturbant, et que je dois séparer la vengeance du désir réel pour la propriété. Je passe 3 jours à réfléchir à la question d'Oswald avant de rappeler Alice et de lui dire que je veux faire une offre. Mais je suis clair avec moi-même sur la raison pour laquelle je fais cela. Ce n'est pas juste une vengeance contre Ronald, bien que ce soit certainement une partie de cela. La maison était celle de ma grand-mère, et avant cela, c'était un endroit où je me sentais en sécurité et aimé quand j'étais enfant. Je veux que Zoé grandisse dans ses pièces, quel est le grand jardin. Je veux construire des souvenirs dans une maison qui a une bonne histoire sous la couche de la brève occupation de Ronald. Je fais une offre à la valeur marchande, rien de vindicatif ou de bas, juste un achat direct au prix demandé. Alice rappelle quelques heures plus tard disant que le vendeur a accepté, et nous avançons rapidement vers la signature car Ronald a clairement besoin d'argent désespérément. Lors de la vente, Ronald est assis en face de moi, signant des papiers avec un stylo qui tremble légèrement dans sa main. Je regarde son visage pendant que le titre de propriété me revient, et je peux voir le moment exact où il comprend ce qui se passe. Il a tout perdu par sa propre cruauté, et maintenant il me regarde racheter la maison qu'il a volée en utilisant l'argent de l'héritage qu'il pensait être le sien. Il ne me dit pas un mot pendant toute la signature, signe juste là où l'avocat pointe et sort avec un chèque qui couvrira à peine ses dettes. Le jour du déménagement a lieu un samedi chaud, et Zoé saute dans les pièces vides en demandant laquelle sera la sienne. Je la laisse choisir parmi les 3 chambres à l'étage, et elle choisit celle avec un siège près de la fenêtre, la même chambre que j'avais enfant. Nous passons les week-ends à effacer lentement toutes les traces de Ronald et Bethany, peignant par-dessus leur choix de couleurs et remplaçant les installations bon marché qu'ils avaient posées. Je trouve de petites preuves de leur passage ici, des rayures sur les parquets, une fissure dans le carrelage de la salle de bain, des choses qui ont besoin de réparation. Zoé m'aide à peindre sa chambre en violet, mettant plus de peinture sur elle-même que sur les murs, et je prends soin de créer de nouveaux souvenirs ici plutôt que de m'attarder sur ce qui a été volé. Nous plantons des fleurs dans le jardin ensemble et je lui apprends à utiliser les vieux outils de jardinage de ma grand-mère que je trouve dans la remise. La maison commence à ressembler à la nôtre à nouveau au lieu d'une scène de crime. Et l'excitation de Zoé d'avoir une grande maison avec un jardin rend tout ce processus compliqué digne d'intérêt. Je suis en train de nettoyer le placard de la chambre principale 2 semaines après notre emménagement quand ma main heurte quelque chose de solide dans le coin du fond. Je sors une boîte en bois que je reconnais immédiatement. La boîte à bijoux de ma mère que Ronald a prise pendant le divorce. Mes mains tremblent alors que je l'ouvre, trouvant la plupart des pièces encore à l'intérieur. Les boucles d'oreilles en perles de ma mère, ses bracelets en argent et les bagues qu'elle portait tous les jours. Le collier que Bethany a pris n'est pas là, mais presque tout le reste a survécu. Je m'assois sur le sol du placard et je pleure de soulagement que ces liens physiques avec ma mère et ma grand-mère aient survécu au vol de Ronald. Certaines choses qu'il a prises peuvent être remplacées avec l'argent de l'héritage de Francine. Les meubles, les livres et la vaisselle. Mais ces bijoux que ma mère portait, que ma grand-mère lui a donnés, qui portent des décennies d'histoire familiale, ceux-ci sont irremplaçables. Je tiens le bracelet préféré de ma mère et je me souviens d'elle le portant pendant qu'elle cuisinait le dîner, pendant qu'elle me conduisait à l'école, pendant qu'elle m'étreignait pour me dire au revoir. Retrouver cette boîte donne l'impression de récupérer un morceau de mon histoire que je pensais perdu à jamais. Ronald emménage dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, et je le sais parce qu'il m'envoie l'adresse par texto pour les échanges de garde. Quand je dépose Zoé la première fois, je vois que le bâtiment est similaire à celui où j'ai vécu après le divorce. Petit et basique avec des places de parking au lieu d'un jardin. L'inversion des rôles n'échappe à aucun de nous deux, et je peux le voir lutter pour maintenir son attitude supérieure tout en se tenant devant un bâtiment qui affiche sa situation réduite. Il essaie de faire des commentaires sur la façon dont Zoé devra s'adapter à un espace plus petit chez papa. Mais l'humilité forcée transparaît dans chaque mot quand il vient chercher Zoé chez moi la semaine suivante. Il se tient sur le porche de la maison de ma grand-mère, et je regarde son visage pendant qu'il constate les améliorations évidentes que j'ai faites. Sa mâchoire se serre, et il précipite Zoé vers sa voiture sans le sermon habituel sur mes échecs. Et je réalise qu'il comprend enfin que sa cruauté n'a pas seulement échoué. Elle s'est complètement retournée contre lui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée possible.
Les premières semaines de garde partagée se passent plus doucement que prévu parce que Zoé passe d'une maison à l'autre avec le genre d'adaptabilité que seuls les enfants semblent avoir. Elle décore sa chambre chez moi avec des posters et des animaux en peluche, faisant de l'espace entièrement le sien, et elle parle d'avoir 2 maisons maintenant au lieu de juste visiter l'appartement de maman. Un soir, alors que nous préparons le dîner ensemble, elle mentionne que le nouvel endroit de papa est assez petit comparé à ma maison. Je peux entendre la voix de Ronald dans ses mots. La façon dont il a passé 2 ans à lui dire que les petits espaces signifiaient l'échec et les grandes maisons le succès. J'arrête de couper les légumes et je la regarde attentivement, choisissant mes mots avec la même précision que j'utilisais pour aider Francine avec ses papiers il y a des mois. Je lui dis que les maisons ne mesurent pas la valeur des gens, que la gentillesse et l'honnêteté importent plus que les mètres carrés ou les meubles chics. Elle hoche la tête, mais je peux la voir traiter cette contradiction, essayant de concilier ce que je dis maintenant avec tout ce que son père lui a appris sur le fait que mon appartement était la preuve de mon inadéquation. Je n'insiste pas parce que défaire les dégâts de Ronald prendra du temps. Mais je plante des graines différentes maintenant, lui montrant par des actions que la sécurité vient du caractère, pas des possessions. Je commence à voir une thérapeute nommée Dr King 3 semaines après avoir réemménagé dans la maison de ma grand-mère parce que gagner sur le plan pratique n'efface pas ce que Ronald m'a fait. La première séance semble gênante et exposante. Être assise dans son bureau à essayer d'expliquer comment mon ex-mari a passé 2 ans à détruire secrètement ma vie tout en prétendant travailler sur notre mariage. Elle écoute sans jugement alors que je décris la manipulation, le vol, l'arrangement de garde conçu pour me punir, et puis l'étrange culpabilité que je ressens à propos de la mort de Francine, même si le testament était son choix. Le Dr King m'aide à comprendre que je peux avoir plusieurs vérités à la fois, que je peux sincèrement pleurer Francine tout en me sentant satisfaite que justice ait été rendue par son acte final. Elle souligne que mes motifs pour rendre visite à Francine ont commencé par être calculés mais sont devenus authentiques. Et Francine était assez vive pour voir les 2 choses clairement et prendre sa propre décision basée sur toute une vie de cruauté de Ronald, pas seulement sur mes 8 mois de soins. Nous travaillons sur les émotions compliquées d'être victime de quelqu'un en qui j'avais totalement confiance, de riposter en utilisant des méthodes qui existent dans des zones grises éthiques, de gagner mais de porter encore les dommages de la bataille. Les séances de thérapie deviennent un espace où je peux admettre que reprendre ma vie ne signifie pas que je suis indemne. Que le traumatisme laisse des marques même quand on y survit. Que la guérison est plus lente et plus désordonnée que la vengeance. Je rencontre des conseillers financiers à leur bureau du centre-ville un mardi matin, assis en face de 2 professionnels qui gèrent le fonds fiduciaire que Francine a laissé pour Zoé. Les 4 millions de dollars sont investis de manière conservatrice dans des fonds indiciels et des obligations structurées pour fournir une croissance régulière sans risque excessif. Exactement ce que Francine voulait pour l'avenir de sa petite fille. Nous passons en revue les relevés trimestriels et discutons des stratégies de rééquilibrage, et je pose des questions détaillées sur les ratios de dépenses et les implications fiscales parce que je suis déterminé à honorer la confiance de Francine en étant une gestionnaire responsable de l'héritage de Zoé. Les conseillers semblent impressionnés par mon engagement et ma préparation, s'attendant probablement à ce que quelqu'un qui vient d'hériter de millions soit insouciant ou avide. Mais je tiens des registres détaillés de chaque décision et réunion parce que Ronald ne cessera jamais de croire que cet argent aurait dû être le sien. Je sais qu'il attend que je fasse des erreurs, que je gère mal le trust, pour lui donner des munitions pour une autre contestation judiciaire qui pourrait réellement réussir. Donc, je suis prudente, minutieuse et conservatrice, faisant des choix basés uniquement sur les intérêts à long terme de Zoé, même quand cela signifie laisser passer des opportunités pour une croissance plus rapide. L'argent couvrira complètement ses études universitaires, fournira un acompte pour sa première maison, lui donnera une sécurité financière alors qu'elle commencera sa vie d'adulte, toutes les choses que Francine voulait quand elle a changé son testament dans ce bureau d'avocat 8 mois avant de mourir. Une invitation arrive dans ma boîte aux lettres un jeudi après-midi. Un mot manuscrit d'une femme nommée Margaret Smith demandant si je voudrais rejoindre leur club de lecture. Margaret était l'une des amies les plus proches de Francine, quelqu'un qui rendait visite régulièrement pendant ces 8 mois que j'ai passé à m'occuper de Francine, et l'invitation ressemble à une adoption dans un cercle social auquel je ne m'attendais jamais à accéder. Je me présente chez Margaret le mardi soir suivant, portant une bouteille de vin et ayant réellement lu le livre à signer, nerveuse à l'idée de m'intégrer avec des femmes qui ont pour la plupart dans les 70 et 80 ans. Elle m'accueille chaleureusement et commence immédiatement à partager des histoires sur Francine, à quel point son esprit était vif, comment elle pouvait percer à jour les bêtises des gens d'un seul regard, comment elle était toujours beaucoup plus intelligente que Ronald ne voulait l'admettre. Une femme nommée Dorothy mentionne que Francine parlait de changer son testament des mois avant de le faire réellement,
qu'elle observait attentivement le comportement de Ronald et discutait de ses inquiétudes avec plusieurs amis. Une autre femme ajoute que Francine savait que j'avais commencé à venir la voir avec des arrière-pensées, mais qu'elle avait apprécié mon honnêteté quand je l'ai finalement admis lors d'une de nos conversations. Elle parle de la clarté de Francine durant ces derniers mois. Comment la démence n'a jamais affecté son jugement sur les gens. Comment elle comprenait exactement ce qu'elle faisait quand elle a déshérité son fils. Je me sens connecté à la mémoire de Francine d'une manière qui n'a rien à voir avec l'héritage. Entouré de femmes qui l'ont connue pendant des décennies et ont choisi de m'inclure dans leur cercle parce qu'elles ont été témoins de l'affection sincère qui s'est développée entre nous. 6 mois après avoir réemménagé dans la maison de ma grand-mère, je décide d'organiser le dîner de Thanksgiving au lieu de le passer seul avec Zoé. J'invite mon petit cercle d'amis du travail, des gens qui m'ont soutenu à travers les pires moments du divorce, et j'invite aussi Margaret et Dorothy et plusieurs autres femmes du club de lecture qui sont devenues mes amies. La maison semble chaleureuse et vivante à nouveau alors que je cuisine dans la cuisine de ma grand-mère en utilisant ses vieilles recettes, dressant la table avec la porcelaine que Ronald a prise et que j'ai rachetée, remplissant des pièces qui avaient été froides et hostiles sous son occupation. Zoé m'aide à faire la pâte à tarte, mettant de la farine partout, et riant quand je lui raconte des histoires sur mon apprentissage de la pâtisserie dans la même cuisine quand j'avais son âge. Les invités arrivent en apportant des accompagnements et du vin. Et bientôt la maison est pleine de conversations et de rires. Des gens qui se soucient réellement les uns des autres plutôt que de ce qu'ils peuvent prendre. Margaret raconte des histoires sur ma grand-mère que je n'avais jamais entendues. Et Dorothy partage des souvenirs de Francine qui font glousser Zoé. Mes amis du travail se mélangent facilement avec les femmes plus âgées. Et je regarde ce rassemblement improbable avec quelque chose proche du contentement. Réalisant que j'ai construit une communauté à partir des décombres que Ronald a laissés derrière lui. La maison qui a été volée et récupérée abrite maintenant des gens qui ont choisi d'être ici, qui sont venus parce qu'ils valorisent la connexion, pas les possessions. Je débarrasse la vaisselle après le dîner quand mon téléphone vibre avec une notification d'email et je jette un coup d'œil à l'écran pour voir le nom de Ronald. Je ne l'ouvre pas immédiatement parce que je sais que quoi qu'il ait écrit, ce sera conçu pour gâcher mon humeur. Mais la curiosité l'emporte après le départ des invités et que Zoé dort à l'étage. L'email est long et amer, prétendant que j'ai monté tout le monde contre lui, volé son héritage, pris sa maison, détruit sa vie systématiquement et délibérément. Il écrit que j'ai manipulé sa mère mourante, empoisonné sa relation avec sa fille, et que maintenant je vis dans le luxe alors qu'il souffre dans un minuscule appartement. Le récit de victime est si complet et délirant que je manque de rire parce que Ronald ne peut sincèrement pas voir que chaque conséquence à laquelle il fait face découle directement de ses propres choix. Je commence à taper une réponse listant toutes les façons dont il a détruit notre mariage et volé tout ce que je possédais. Mais je m'arrête à mi-chemin et je l'efface. Tout ce que je dirai ne fera qu'alimenter sa croyance qu'il est la partie lésée, que je suis la méchante dans une histoire où il est en fait le héros lésé par les circonstances. Je ferme l'email sans répondre parce que j'apprends que la meilleure vengeance n'est pas de lui prouver qu'il a tort. C'est de bien vivre et de laisser ses propres choix parler d'eux-mêmes. Il peut envoyer 1000 emails se peignant en victime. Mais la vérité existe dans les documents judiciaires et les déclarations de témoins et sa propre cruauté documentée, et rien de ce que je dis ne changera le récit qu'il a construit pour protéger son ego. Zoé me demande quelques jours plus tard pourquoi papa a l'air si triste tout le temps maintenant et je suis en train de faire la vaisselle quand la question me frappe. Je coupe l'eau et sèche mes mains lentement, gagnant du temps pour trouver comment répondre honnêtement sans empoisonner sa relation avec son père. Elle est assise à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs, me regardant avec une inquiétude sincère pour Ronald malgré tout ce qu'il a fait. Et je me rappelle qu'elle a 8 ans et aime ses 2 parents quels que soient leurs échecs. Je m'assois en face d'elle et je lui dis que parfois les adultes font des choix qui ne tournent pas comme ils l'espéraient. Que papa apprend des leçons difficiles sur le fait de traiter les gens avec gentillesse et respect. Je ne mentionne pas le vol ou la manipulation ou la cruauté parce que ce n'est pas son fardeau à porter, mais je ne mens pas non plus en lui disant que tout va bien. Elle hoche la tête pensivement et retourne à ses devoirs de maths. Et je me demande combien elle comprend de la situation. Combien Ronald lui en dit pendant son temps de garde. Combien de dégâts sont faits que je ne peux pas empêcher. J'essaie de modéliser l'honnêteté et l'équité même quand c'est dur. Lui montrant qu'on peut reconnaître les luttes de quelqu'un sans excuser son comportement. Que la compassion n'exige pas d'oublier ce que les gens ont fait. Je reprends contact avec Sarah et Jennifer, des amis avec qui j'avais perdu contact pendant mon mariage avec Ronald. Je les retrouve pour un café en ville. Nous ne nous sommes pas parlé depuis presque 3 ans parce que Ronald m'a progressivement isolé de tous ceux qui pourraient remettre en question son contrôle.
Et être assise en face d'elle maintenant semble à la fois confortable et étrange. Sarah admet qu'elles avaient vu des signes avant-coureurs sur le comportement de Ronald, la façon dont il surveillait mon téléphone, les commentaires qu'il faisait sur mes dépenses, les façons subtiles dont il sapait ma confiance dans les situations sociales. Jennifer ajoute qu'elle ne savait pas comment aborder le sujet sans paraître jalouse ou jugeante, qu'elles avaient essayé quelquefois, mais que je le défendais si complètement qu'elles ont reculé. Je comprends maintenant que l'abus fonctionne en partie parce que les étrangers ne peuvent pas intervenir sans la coopération de la victime. Que Ronald était doué pour faire passer son contrôle pour de l'inquiétude et sa manipulation pour du partenariat. Nous reconstruisons ces amitiés lentement au fil de cafés hebdomadaires et de dîners occasionnels. Et j'apprends à faire confiance aux gens à nouveau malgré tout ce que Ronald a fait pour me faire douter de mon propre jugement. Elles font attention à ne pas pousser trop fort ou poser trop de questions, me laissant partager les détails à mon propre rythme. Et leur patience m'aide à croire que tout le monde n'a pas d'agenda caché ou d'arrière-pensée. Le premier anniversaire de la mort de Francine arrive par un matin froid de novembre, et j'emmène Zoé au cimetière avec des fleurs fraîches. Nous nous tenons devant la tombe en lisant la pierre tombale. Et je raconte à Zoé des histoires sur l'esprit vif de sa grand-mère et son indépendance farouche, en gardant cela adapté à son âge maisonnette. Zoé place les fleurs soigneusement et demande si grand-mère est heureuse au paradis. Et je lui dis que je pense que grand-mère est en paix sachant qu'elle a protégé les gens qu'elle aimait. Je remercie silencieusement Francine pour son acte final de clarté et de protection. Reconnaissant envers moi-même que mes motifs ont commencé par être calculés, mais que la relation est devenue réelle. Francine a fait son choix basé sur une vie entière de comportement de Ronald. Ses 50 ans à la prendre pour acquise et à la traiter comme un inconvénient, pas juste mes 8 mois de soins quotidiens. La culpabilité que je ressens à bénéficier de sa mort existe aux côtés d'un chagrin sincère de perdre quelqu'un qui est devenu une amie et le Dr King m'a aidé à comprendre que les deux sentiments sont valides. Je peux regretter Francine tout en étant reconnaissante pour ce que son testament a fourni. Je peux pleurer sa perte tout en reconnaissant la justice de sa décision finale. Zoé et moi passons 20 minutes sur la tombe avant que le froid ne nous ramène à la voiture. Et je sens la présence de Francine dans la façon dont son choix continue de remodeler toutes nos vies. J'entends dire par le milieu juridique que Barry a cessé de parler à Ronald après que Ronald n'a pas pu payer les frais juridiques de la contestation de testament raté. Mon avocat, Oswald, le mentionne nonchalamment lors d'une réunion sur la finalisation des papiers du trust, notant que Barry se sent apparemment utilisé et manipulé par les promesses de paiement de Ronald une fois l'héritage arrivé. L'ironie de Ronald perdant son allié le plus proche par son propre égoïsme ne m'échappe pas, car Barry a permis chaque étape du stratagème de divorce de Ronald et fait maintenant face à ses propres conséquences. J'ai appris que Barry fait l'objet d'une enquête éthique pour son rôle dans les sessions de thérapie enregistrées secrètement et les preuves fabriquées. Que plusieurs autres victimes de Ronald se sont manifestées avec des histoires similaires de manipulation. Ronald a brûlé son réseau de soutien en traitant tout le monde comme des outils à utiliser. Et maintenant il est seul dans son petit appartement avec personne d'autre à blâmer que lui-même. Le schéma est si clair vu de l'extérieur de son illusion. Comment il détruit chaque relation par son propre égoïsme. Comment il crée l'abandon même dont il prétend souffrir injustement. Je ressens un étrange mélange de satisfaction et de lassitude en regardant le monde de Ronald rétrécir pour correspondre à la petitesse de son caractère, sachant que la justice arrive parfois lentement, mais elle arrive néanmoins. Je suis convoqué dans le bureau de mon patron un mardi après-midi, et ma première pensée est que quelque chose a mal tourné, car les bonnes nouvelles ne viennent généralement pas avec cette expression sérieuse qu'il arbore. Il me fait asseoir et commence à parler de ma performance au cours de l'année passée, comment j'ai tout géré professionnellement malgré ce qu'il sait avoir été une période difficile personnellement. Puis il me dit qu'il crée un nouveau poste senior et qu'il veut que je le prenne avec une augmentation de salaire de 15% et de meilleurs avantages. Je reste assise là à assimiler cela un instant parce que l'argent de l'héritage signifie que je n'ai pas désespérément besoin de cette augmentation, mais j'accepte immédiatement parce que je veux ma propre carrière et mes propres accomplissements qui n'ont rien à voir avec le testament de Francine ou les combines de Ronald. En retournant à mon bureau, je ressens ce mélange bizarre de fierté et de soulagement, sachant que j'ai construit cela par mon propre travail et ma fiabilité, et non par la mort ou la manipulation de qui que ce soit. La semaine suivante, j'assiste aux réunions parents-prof à l'école de Zoé, et son institutrice sort ce dossier de travaux récents, tous marqués de bonnes notes et de commentaires positifs. Elle me dit que la performance de Zoé s'est améliorée de façon spectaculaire au cours des derniers mois, qu'elle semble plus confiante et détendue en classe, plus disposée à participer, et moins renfermée pendant les activités de groupe. L'institutrice mentionne qu'elle a remarqué que Zoé parle d'avoir sa propre chambre dans les deux maisons maintenant,
et à quel point elle semble plus heureuse avec le nouvel arrangement de garde. Je reste assise là à regarder les scores améliorés de Zoé et ses devoirs soigneusement écrits. Et cela compte plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent parce que cela signifie que je suis en train de défaire les dégâts causés par Ronald. Zoé apprend que la stabilité existe, que sa mère peut fournir un vrai foyer, qu'elle n'a pas à choisir de quand ou se sentir coupable d'être heureuse avec moi. Ce soir-là, je trie de la paperasse à mon bureau quand quelqu'un du service comptabilité passe pour déposer des dossiers. Et nous finissons par parler pendant 20 minutes d'un projet sur lequel nous travaillons tous les deux. Son nom est Keon, et il est dans l'entreprise depuis 3 ans. Et il y a quelque chose de facile dans la conversation qui me fait réaliser que je n'ai pas eu d'interaction normale avec un homme depuis des années sans analyser chaque mot pour y déceler une manipulation cachée. Au cours des semaines suivantes, nous nous croisons lors de réunions et dans la salle de pause. Et finalement, il me demande si je veux prendre un café un de ces jours. Je dis oui, mais je précise que je prends les choses très lentement. Que la confiance ne vient pas facilement après ce que j'ai traversé avec mon divorce. Keon hoche la tête et dit qu'il comprend, qu'il a traversé une rupture difficile lui-même et sait que reconstruire prend du temps. Notre premier vrai rendez-vous est juste un café et une conversation, rien d'extravagant. Et ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont il écoute quand je parle et pose des questions sur mes opinions plutôt que de me dire ce que je devrais penser. Il me traite comme une égale, comme quelqu'un dont les pensées et les sentiments comptent. Et je réapprends ce que ressent une interaction saine après des années sous le contrôle de Ronald. Nous nous voyons une fois par semaine le mois suivant, gardant les choses décontractées, et je ne le présente pas à Zoé parce que je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Puis Ronald découvre d'une manière ou d'une autre que je vois quelqu'un, probablement par l'une des connaissances communes qui nous parle encore à tous les deux. Et mon téléphone explose de messages en colère. Il envoie des textos sur le fait que je passe à autre chose si vite et que je manque de respect à notre mariage, oubliant commodément qu'il a demandé le divorce il y a 2 ans après l'avoir planifié pendant 2 ans avant cela tout en couchant avec Bethany. Les messages deviennent de plus en plus déséquilibrés, m'accusant de le remplacer et de corrompre la compréhension des valeurs familiales de Zoé. Je les lis une fois, fais des captures d'écran de tout pour mes dossiers, puis je bloque son numéro, sauf pour l'application de coparentalité qu'Oswald m'a aidé à installer, où toute communication est documentée et concentrée uniquement sur les besoins de Zoé. Ronald essaie l'application ensuite, envoyant des messages sur ma vie amoureuse, et je réponds une fois en lui disant que ma vie personnelle ne le regarde pas et que tous les futurs messages doivent concerner le planning, l'école ou les besoins médicaux de Zoé. Quand il continue avec des attaques personnelles, j'arrête de répondre entièrement, laissant ces mots rester là sans réponse dans l'application, où ils le font juste paraître instables et obsessionnels. Les rénovations de la maison que j'ai lentement entreprises atteignent enfin les pièces de vie principales, effaçant les dernières traces de la présence de Ronald de l'espace. Je peins les murs dans des couleurs que j'aime vraiment au lieu des tons beige neutres sur lesquels Ronald insistait. J'accroche des œuvres d'art qui reflètent mes goûts plutôt que son besoin que tout ait l'air cher et impressionnant. Zoé m'aide à choisir les couleurs de peinture pour sa chambre, débattant entre différentes nuances de violet avant de s'arrêter sur une qu'elle appelle « Violet Galaxy ». Je regarde son excitation alors qu'elle fait ses choix, avec quel sérieux elle prend la décision, et je réalise que je lui apprends qu'elle a le pouvoir sur son propre espace et sa vie. Nous passons un samedi après-midi à peindre sa chambre ensemble, mettant plus de peinture sur nous-mêmes que sur les murs. Et elle me dit que c'est le plus grand plaisir qu'elle ait eu depuis une éternité. La chambre se transforme lentement en quelque chose qui est complètement à elle avec de la place pour ses livres et ses fournitures d'art et un coin lecture près de la fenêtre. Je mets en place un fonds universitaire séparé pour Zoé en utilisant mon propre salaire, contribuant $300 chaque mois de ma paie. Le trust de l'héritage de Francine est sûr et grandi, mais je veux que Zoé sache que sa sécurité vient de multiples sources, que sa mère est capable de pourvoir à ses besoins par mon propre travail et ma planification. Je rencontre un conseiller financier pour configurer le compte correctement, m'assurant qu'il est structuré pour les dépenses d'éducation, et je garde la paperasse dans un dossier où Zoé pourra éventuellement voir exactement comment j'ai préparé son avenir. Ce fonds ne sera pas aussi important que le trust de Francine, mais il représente quelque chose de différent, quelque chose que j'ai construit par mes propres efforts plutôt que par l'acte final de justice de quelqu'un d'autre. La présence de Ronald sur les réseaux sociaux devient de plus en plus désespérée à mesure que plus de gens apprennent l'histoire complète de la façon dont il a orchestré le divorce. Quelqu'un poste un récit détaillé dans un groupe communautaire local sur les notes de thérapie qu'il a secrètement enregistrées et les achats qu'il a fait en mon nom. Et soudain, les gens qui ne connaissaient que sa version voient l'image complète. Ses tentatives de se peindre en victime perdent toute crédibilité quand les voisins et les amis de Francine commencent à commenter avec leurs propres observations sur son comportement.
Je regarde son nombre d'amis chuter régulièrement. Ses posts recevant moins de likes et de commentaires. Son cercle social se rétrécissant aux gens qui ne connaissent pas l'histoire ou se fichent de ce qu'il a fait. Même certains membres de sa propre famille arrêtent d'interagir avec ses posts, maintenant une distance polie avec quelqu'un dont la cruauté est devenue de notoriété publique. Une lettre arrive un mercredi dans une enveloppe officielle du tribunal et je manque de la jeter en pensant que c'est un autre avis juridique sur quelque chose de routinier. Au lieu de cela, c'est du juge Alter, qui a traité notre affaire de divorce initial, ce qui est très inhabituel car les juges ne contactent généralement pas les gens dont ils ont tranché les cas. Il écrit qu'il a appris des informations suggérant que l'affaire a été décidée sur la base de preuves fabriquées, qu'il a été mis au courant des sessions de thérapie enregistrées secrètement et des achats faits en mon nom sans que je le sache. Le juge prend soin de dire qu'il ne peut pas inverser la décision originale parce que les processus juridiques ne fonctionnent pas comme ça, mais il veut que je sache qu'il reconnaît qu'une injustice s'est produite. La lettre se termine avec l'information qu'il a référé Barry au barreau de l'État pour un examen éthique basé sur ce qu'il a appris concernant la fabrication de preuves. Je lis la lettre 3 fois, ressentant cette étrange validation de la part de quelqu'un qui n'a aucune raison de me contacter sauf un souci sincère de justice. 2 semaines plus tard, je suis contacté par une enquêtrice du comité d'éthique du barreau de l'État qui veut m'interroger sur le rôle de Barry dans le stratagème de divorce de Ronald. Je la rencontre dans une salle de conférence en centre-ville et passe 3 heures à tout passer en revue. Les notes de thérapie que Ronald a enregistrées sans que je le sache ou y consente. Les achats qu'il a faits en mon nom pour me faire paraître financièrement irresponsable. Les photos qu'il a prises quand j'avais la grippe pour me faire paraître comme une mère inapte. Je fournis des copies des relevés bancaires montrant les achats que je n'ai jamais faits. Des relevés téléphoniques prouvant que je n'ai jamais accepté les enregistrements de thérapie. Des dossiers médicaux de l'époque où j'avais la grippe pendant la période de ces photos compromettantes. L'enquêtrice prend des notes détaillées et me dit que plusieurs autres personnes se sont manifestées avec des histoires similaires sur Barry aidant des clients à fabriquer des preuves dans des affaires de divorce. Je ne sais pas quelles conséquences Barry affrontera, mais je sais que le réseau de facilitateurs de Ronald est enfin tenu responsable des dommages qu'ils ont causés. Ce soir-là, Zoé fait ses devoirs à la table de la cuisine, et elle lève les yeux soudainement et me dit qu'elle est contente de pouvoir passer autant de temps avec ses 2 parents maintenant, mais qu'elle se sent plus en sécurité et plus heureuse chez moi. J'arrête ce que je fais et m'assois en face d'elle, demandant si tout va bien chez son père, m'assurant qu'elle sait qu'elle peut me le dire si quelque chose ne va pas. Elle dit que rien de mal n'arrive, juste que l'appartement de papa est petit et qu'il semble souvent en colère. Et chez moi, elle a sa propre chambre et je ne suis pas fâché tout le temps. Je n'insiste pas pour plus de détails parce que je ne veux pas l'encourager à dire du mal de son père, mais je comprends ce qu'elle dit vraiment. Les enfants reconnaissent l'authenticité et la stabilité même quand ils ne peuvent pas l'expliquer complètement. Ils sentent la différence entre un parent qui est présent et engagé versus un qui est amer et rancunier à propos de circonstances qu'il a créées lui-même. Je dis à Zoé que je l'aime et que je suis contente qu'elle se sente en sécurité ici. Et nous retournons aux devoirs et à la préparation du dîner comme si c'était juste une autre soirée normale, ce qui est exactement ce que cela devrait être. 3 semaines après l'entretien avec le comité d'éthique, je reçois un appel de quelqu'un nommé Alice qui dirige un groupe de soutien au divorce qui se réunit au centre communautaire en ville. Elle explique qu'elle a entendu parler de mon cas via la communauté juridique et pense que mon histoire pourrait aider d'autres personnes qui se sentent impuissantes dans leur propre situation de divorce. J'hésite au début parce que parler de tout cela semble encore à vif et compliqué. Mais Alice dit que je n'ai pas à partager quoi que ce soit avec quoi je ne suis pas à l'aise. Juste ce qui pourrait aider les gens à comprendre qu'ils ont des options même quand tout semble perdu. La réunion a lieu un jeudi soir dans une salle avec des chaises pliantes disposées en cercle. Et il y a environ 15 personnes là, allant de la vingtaine à la soixantaine, ayant toutes l'air fatiguées et effrayées d'une manière que je reconnais de mon propre reflet d'il y a 2 ans. Alice me présente et je me lève en sentant mes mains trembler un peu. Puis je commence à parler de Ronald me signifiant les papiers à l'enterrement de ma mère et de la perte de tout, y compris ma maison héritée et la garde principale de Zoé. J'explique comment j'ai tout documenté, gardé des copies de relevés bancaires et d'emails, tracé chaque commentaire cruel et manipulation financière, même quand cela semblait inutile parce que j'avais déjà perdu au tribunal. Je leur parle de mes visites à Francine et comment cela a commencé comme une stratégie, mais est devenu une attention sincère, et comment elle a fait son propre choix de changer son testament basé sur le comportement de toute une vie de Ronald, pas mes 8 mois de compagnie. Je suis honnête sur les zones grises morales, sur le fait de commencer la relation avec Francine pour des raisons calculées, sur la satisfaction que j'ai ressentie en regardant Ronald perdre tout ce qu'il m'avait volé.
Je leur dis que la vraie vie n'est pas le simple bien contre le mal, que parfois vous faites des choses douteuses pour survivre et protéger votre enfant, et vous devez vivre avec la complexité de vos propres choix. Plusieurs personnes posent des questions sur comment j'ai trouvé une bonne aide juridique et quelle documentation s'est avérée la plus utile, et je partage tout ce que j'ai appris sur la protection de soi quand votre conjoint prévoit de vous détruire. Une femme dans la trentaine commence à pleurer et dit que son mari fait exactement ce que Ronald a fait, enregistrant secrètement la thérapie et faisant des achats en son nom. Et je lui donne les coordonnées d'Oswald ainsi que des conseils pour commencer sa propre documentation immédiatement. Après la fin de la réunion, 5 personnes différentes viennent me remercier d'avoir été honnête sur la noirceur et l'éthique compliquée au lieu de prétendre que tout était simple. Et je réalise que partager la vérité désordonnée aide plus que les histoires de succès aseptisés ne le pourraient jamais. Je vois Ronald dans un café 2 mois plus tard, faisant la queue pour commander. Et je ne le reconnais presque pas au début parce qu'il a l'air tellement plus vieux que la dernière fois que je l'ai vu de près. Ses cheveux sont plus gris et plus fins. Son visage a de nouvelles rides autour de la bouche et des yeux, et il porte des vêtements qui ont l'air moins chers que ceux qu'il avait l'habitude d'acheter. Il est seul. Pas de botanie, pas d'arrogance confiante, juste un homme d'âge moyen qui a l'air fatigué et abattu par des circonstances qu'il a créées lui-même. Je suis avec une amie du travail et nourrions de quelque chose quand Ronald se tourne et me voit. Et je regarde son visage traverser plusieurs émotions avant de s'installer sur quelque chose comme de la résignation. Il ne m'approche pas et je ne l'approche pas. Nous nous regardons juste un instant à travers le café et je ressens cette étrange absence de colère qui me surprend. Une partie de moi ressent encore de la satisfaction à le voir réduit à cette version plus petite de lui-même, vivant dans un appartement bon marché et travaillant un emploi normal sans les millions qu'il pensait financerait sa retraite anticipée. Mais la plus grande partie se sent juste fatiguée de porter la colère comme un poids supplémentaire. Fatiguée de surveiller sa destruction et de mesurer sa souffrance par rapport à la mienne. Mon amie remarque que je fixe et demande si ça va et je lui dis que c'est mon ex-mari. Et elle veut savoir si nous devrions partir, mais je dis non parce que j'ai tout à fait le droit d'être ici et je ne le laisserai pas prendre plus de place dans ma vie que le strict nécessaire. Ronald prend son café et part rapidement et je reste avec mon ami et nous recommençons à rire des potins du travail et des plans du week-end. Ce soir-là, je plie du linge dans la maison de ma grand-mère et je réalise que j'ai passé peut-être 5 minutes au total à penser à Ronald aujourd'hui. Comparé au mois après le divorce où il occupait chaque pensée et chaque moment de rage, je suis prête à me concentrer sur la construction de ma propre vie au lieu de regarder la sienne s'effondrer. Prête à investir mon énergie dans le bonheur de Zoé et mon propre avenir plutôt que dans les conséquences de Ronald. Le conseiller financier appelle pour planifier notre réunion trimestrielle sur le fonds fiduciaire de Zoé. Et quand j'arrive à son bureau en centre-ville, il a des graphiques et des rapports étalés sur la table de conférence montrant comment les investissements ont grandi au cours de l'année passée. Le trust a franchi la barre des 5 millions de dollars grâce à des investissements conservateurs et des intérêts composés, ce qui signifie que les 4 millions originaux de Francine ont augmenté de 25% tout en restant protégés en toute sécurité des tentatives de Ronald d'y accéder. Je passe en revue chaque transaction et choix d'investissement soigneusement parce que je prends mon rôle d'administratrice au sérieux, gardant des registres détaillés et m'assurant que chaque décision s'aligne avec les intentions déclarées de Francine de pourvoir à l'avenir de Zoé. Le conseiller suggère quelques investissements légèrement plus agressifs qui pourraient rapporter plus, mais je m'en tiens à l'approche conservatrice parce que cet argent n'est pas pour jouer. C'est pour s'assurer que ma fille a de la sécurité et des options quand elle sera assez grande pour l'utiliser sagement. Je pose des questions sur les implications fiscales et les projections de croissance à long terme, prenant des notes dans mon fidèle journal où je documente chaque réunion et décision. Le conseiller commente que je suis l'une de ses clientes les plus diligentes, que la plupart des gens dans ma position seraient tentés d'utiliser l'argent pour des dépenses personnelles ou de faire des investissements risqués. Mais j'explique que c'est l'héritage de Zoé de la part de sa grand-mère qui m'a fait confiance pour le protéger. Je ne vais pas trahir cette confiance en traitant cet argent comme autre chose que ce qu'il est. Un cadeau de Francine à sa petite fille que je suis honoré de sauvegarder jusqu'à ce que Zoé soit assez grande pour le gérer elle-même. Nous passons 2 heures à tout passer en revue. Et je quitte le bureau en me sentant confiante que les investissements sont sains et alignés avec les souhaits de Francine. Ce soir-là, je mets à jour mes dossiers avec les notes de la réunion, classant tout soigneusement dans le système organisé que j'ai maintenu depuis la prise en charge du trust. Ronald n'a aucune idée de combien le trust a grandi ou avec quel soin je le gère. Et il ne le saura jamais parce qu'il a abandonné tout droit à cette information quand il a passé 2 ans à tout voler à moi et à notre fille. Le printemps arrive et j'achète des graines et des outils de jardinage, commençant enfin le potager que j'avais toujours voulu planter dans le jardin de ma grand-mère avant que Ronald ne m'enlève la maison.
Zoé m'aide à délimiter la parcelle de jardin et nous passons un samedi après-midi à retourner la terre et arracher les mauvaises herbes. Ses mains se salissent alors qu'elle rit et pose des questions sur ce que chaque plante deviendra. Nous plantons des tomates et des poivrons et des concombres ainsi que des tournesols que Zoé insiste pour ajouter parce qu'elle aime leur hauteur. Je lui montre comment faire des rangées et espacer les graines correctement. Comment arroser sans noyer les plantes. Comment surveiller les premières pousses vertes qui signifient que quelque chose grandit sous la terre. Elle est attentive et concentrée, prenant le travail au sérieux de cette façon que font les enfants quand on leur confie quelque chose d'important. Nous plantons des œillets d'Inde sur les bords parce que je me souviens de ma grand-mère disant qu'ils éloignent les nuisibles et Zoé veut savoir si grand-mère plantait des légumes ici aussi. Je lui dis oui, que ce jardin continue quelque chose que grand-mère a commencé, que nous faisons pousser des choses dans la même terre où grand-mère faisait pousser sa propre nourriture. Zoé demande si nous pouvons partager les légumes avec papa quand ils seront prêts. Et je lui dis, bien sûr, parce que le jardin ne consiste pas à priver Ronald de choses. Il s'agit de créer quelque chose de bon et de le regarder grandir. Au cours des semaines suivantes, nous arrosons le jardin chaque soir. Et Zoé est excitée quand le premier plant de tomates perce le sol. Elle court à l'intérieur pour me le dire, et nous allons regarder la minuscule pousse verte ensemble. Et je pense à comment faire pousser des choses ressemble à reconstruire ce qui a été détruit. Comment la patience et l'attention peuvent créer quelque chose de nouveau à partir de la terre. Le jardin devient notre projet. Quelque chose que nous vérifions ensemble pendant ces semaines avec moi. Et regarder les choses grandir à partir de graines que nous avons plantées ensemble semble plus précieux que n'importe quelle somme d'argent assise dans un fonds fiduciaire. Ronald dépose une autre contestation judiciaire 6 mois après l'échec de la première. Cette fois prétendant que j'ai contraint Francine par manipulation émotionnelle et abus sur personnes âgées. Son nouvel avocat est quelqu'un que je ne reconnais pas. Probablement le seul avocat assez désespéré pour prendre une affaire aussi manifestement sans mérite après que l'enquête éthique de Barry a rendu Ronald toxique dans la communauté juridique. Oswald reçoit le dépôt et m'appelle en riant, expliquant que cette contestation est encore plus faible que la première parce que toutes les preuves de la compétence mentale et du raisonnement clair de Francine existent toujours. Nous répondons par une motion de rejet et incluons toute la documentation des évaluations de compétences de Mio, le dossier médical montrant la fonction cognitive de Francine, et les enregistrements vidéo d'elle expliquant clairement son raisonnement pour déshériter Ronald. 2 semaines plus tard, le nouvel avocat de Ronald se retire de l'affaire, déposant des papiers qui disent essentiellement qu'il a examiné les preuves et réalisé qu'il n'y a aucune base légale légitime pour la contestation. Le juge programme une audience, et je n'ai même pas besoin d'y assister parce qu'Oswald s'en occupe. Mais il m'appelle après pour rapporter que le juge a sanctionné Ronald pour dépôt de motion frivole. Le juge a averti Ronald en audience publique que toute contestation sans fondement supplémentaire entraînera des conséquences plus graves, y compris des accusations potentielles d'outrage et des pénalités financières supplémentaires. Oswald dit que Ronald avait l'air paniqué quand le juge parlait. Comprenant enfin que le système juridique ne le laissera pas continuer à me harceler juste parce qu'il est en colère d'avoir perdu son héritage. Les sanctions incluent le paiement de mes frais juridiques à nouveau, encore $10 000 que Ronald n'a certainement pas, et l'avertissement du juge fait maintenant partie du dossier judiciaire qui suivra toute tentative future de contester le testament. Je me sens soulagé que ce soit enfin fini, que Ronald ait épuisé ses options juridiques et se soit vu dire par un juge d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde avec ses procès vindicatifs. Ce soir-là, je dis à Zoé que certaines affaires juridiques d'adultes sont enfin terminées, restant vagues parce qu'elle n'a pas besoin de détails sur les tentatives continues de son père de prendre son héritage. Elle demande si tout va bien, et je lui dis oui, que parfois les adultes doivent aller au tribunal pour régler des désaccords, mais maintenant tout est réglé et nous pouvons juste nous concentrer sur la vie normale. J'emmène Zoé à la plage pour une semaine pendant les vacances d'été en utilisant de l'argent que j'ai économisé sur mon salaire au lieu de toucher au fonds fiduciaire parce que je veux qu'elle comprenne que sa mère peut fournir de bonnes expériences grâce à mon propre travail et ma planification. Nous logeons dans un hôtel modeste juste au bord de l'eau et Zoé est tellement excitée qu'elle dort à peine la première nuit. Nous passons des jours à construire des châteaux de sable et à nager dans les vagues, ramassant des coquillages et attrapant des coups de soleil malgré de multiples applications de crème solaire. Zoé se fait des amis avec d'autres enfants sur la plage et je la regarde jouer sans l'anxiété et la tension qu'elle portait depuis si longtemps après le divorce. Un soir, nous sommes assises sur la plage à regarder le coucher de soleil et à manger de la glace et Zoé me dit que c'est le moment le plus heureux qu'elle ait vécu depuis longtemps. Je lui demande ce qui la rend heureuse et elle dit être ici avec moi, ne s'inquiéter de rien, juste s'amuser ensemble. Elle dit qu'à l'appartement de papa il semble stressé tout le temps et parle de problèmes d'argent,
mais avec moi elle a l'impression qu'elle peut juste être une enfant. Je lui dis que je suis contente qu'elle se sente heureuse et en sécurité, que m'assurer qu'elle a de bonnes expériences et se sent aimée est la chose la plus importante pour moi. Nous restons assises tranquillement un moment à regarder les vagues, et je pense à comment ces simples vacances à la plage signifient plus que n'importe quelle somme d'argent dans un fonds fiduciaire. Comment ces souvenirs de construction de châteaux de sable et de glace au coucher du soleil sont ceux dont l'enfance devrait être faite. Le lendemain, nous allons faire du mini-golf et Zoé me bat de 3 coups, célébrant sa victoire en faisant une danse stupide qui me fait rire si fort que je ne peux plus respirer. Nous prenons des photos ensemble, des selfies avec l'océan en arrière-plan, et le sourire de Zoé est authentique et lumineux sans aucune de la qualité forcée qu'il avait dans ces mois terribles après que Ronald ait obtenu la garde principale. Lors de notre dernier jour, nous ramassons un dernier sac de coquillages, et Zoé dit qu'elle veut revenir ici l'année prochaine. Et je promets que nous le ferons parce que c'est maintenant notre tradition, notre endroit spécial où nous pouvons juste être ensemble sans complications ou problèmes d'adultes qui s'immiscent. Je prends un café avec l'une des amies de Francine de son club de lecture, une femme nommée Margaret, qui est devenue une véritable amie au cours de l'année passée. Elle me raconte des histoires sur Francine que je n'avais jamais entendues auparavant, y compris comment Francine a commencé à envisager sérieusement de changer son testament après avoir vu Ronald déposer Zoé à mon appartement un jour. Margaret dit que Francine l'a appelée ce soir-là horrifiée par ce dont elle avait été témoin. Comment Ronald avait fait des commentaires cruels sur ma situation réduite juste devant Zoé. Comment il s'était moqué de mon petit appartement et avait dit à Zoé de se rappeler que c'est ce qui arrive quand on n'est pas intelligent avec l'argent. Francine a apparemment dit à Margaret qu'elle ne pouvait pas croire que son fils était devenu quelqu'un d'aussi délibérément cruel. Que le voir traiter la mère de son enfant avec une telle méchanceté calculée la rendait physiquement malade. Margaret dit que Francine en a parlé pendant des semaines. Comment elle avait élevé Ronald pour être meilleur que ça? À quel point elle était déçue qu'il se soit transformé en quelqu'un qui volerait sa femme et utiliserait sa fille comme une arme. Une autre amie de Francine nous rejoint et partage que Francine lui a dit que le changement de testament ne me concernait pas spécifiquement. Il s'agissait de refuser de récompenser la cruauté de Ronald et de s'assurer que Zoé serait protégée de la manipulation financière de son père. Elles disent toutes les deux que Francine était complètement lucide quand elle a pris la décision, qu'elle comprenait exactement ce qu'elle faisait et se sentait en paix sachant qu'elle protégeait sa petite fille de l'égoïsme de Ronald. J'écoute ces histoires en ressentant ce mélange compliqué de validation et de tristesse, comprenant que Francine a vu le vrai caractère de Ronald à travers son traitement envers moi et Zoé, qu'elle a fait son choix basé sur 50 ans de connaissance de son fils, pas juste mes 8 mois de compagnie. Margaret dit que Francine parlait de moi avec une affection sincère, qu'elle appréciait d'avoir quelqu'un qui se souciait de son confort et de sa dignité plutôt que d'attendre juste qu'elle meure pour pouvoir hériter. Je les remercie de partager ces histoires parce qu'elles m'ont aidé à comprendre que la décision de Francine était plus complexe que je ne l'avais réalisé, qu'elle faisait sa propre évaluation stratégique du caractère de Ronald, tout comme je faisais la mienne. Je rentre du travail en voiture un après-midi, pensant à tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, et je comprends soudain quelque chose qui change ma façon de voir toute la situation avec Francine. J'ai commencé à lui rendre visite avec des arrière-pensées. C'est indéniablement vrai. J'étais en colère et je cherchais n'importe quel avantage que je pouvais trouver contre Ronald. Mais Francine faisait aussi sa propre évaluation stratégique pendant ces 8 mois, observant comment je la traitais par rapport à la façon dont Ronald l'avait traité pendant 50 ans, observant comment Ronald nous traitait, moi et Zoé, quand il pensait que sa mère ne faisait pas attention. Nous agissions toutes les deux avec des motifs mixtes, utilisant toutes les deux la relation à nos propres fins. Mais l'attention sincère qui s'est développée entre nous était réelle, même si elle a grandi sur un sol compliqué. Francine n'était pas une victime impuissante de ma manipulation. Elle était une femme vive faisant des choix lucides sur qui méritait sa confiance et son argent basé sur le comportement démontré au fil du temps. Elle a vu la cruauté de Ronald et ma gentillesse, sa négligence et mon attention, son égoïsme et mes soins. Et elle a pris une décision qui a protégé sa petite fille tout en punissant son fils pour avoir passé sa vie à la prendre pour acquise. Je n'étais pas la seule à être stratégique. Francine jouait son propre jeu, et elle l'a joué brillamment, utilisant son testament comme une déclaration finale sur le caractère et les conséquences. Cette réalisation ne m'absout pas d'avoir commencé la relation avec des motifs calculés. Mais cela m'aide à comprendre que Francine avait de l'agence dans tout cela, qu'elle a fait des choix informés basés sur sa propre évaluation de chacun. La relation était transactionnelle au début, mais est devenue authentique. Et cette transformation de la stratégie à l'attention authentique est ce qui rend toute la situation si moralement compliquée. Je n'étais pas une héroïne sauvant une vieille femme sans défense,
et je n'étais pas une méchante manipulant une victime confuse. J'étais quelqu'un qui a commencé avec des motifs égoïstes et a développé une réelle affection. Tandis que Francine était quelqu'un qui acceptait de l'aide tout en faisant ses propres jugements sur qui méritait son cadeau final. 2 ans après la mort de Francine, je suis assise à la réunion parents-prof de Zoé, écoutant son institutrice décrire à quel point elle réussit académiquement et socialement. Zoé a des appartous, des amitiés solides, une bonne participation aux activités de classe, et ce que l'enseignante appelle une base émotionnelle stable qui l'aide à gérer les défis normaux de l'enfance sans s'effondrer. L'enseignante mentionne que plus tôt dans l'année, Zoé semblait anxieuse et renfermée. Mais au cours des derniers mois, elle s'est épanouie en une enfant confiante et heureuse qui se sent assez en sécurité pour prendre des risques et essayer de nouvelles choses. Je sais que le changement correspond à la modification de garde et à la stabilité financière qui m'ont permis d'emménager dans une vraie maison où Zoé a sa propre chambre et de l'espace pour se sentir chez elle. L'enseignante demande s'il y a eu des changements majeurs à la maison, et j'explique brièvement que l'arrangement de garde s'est amélioré, et elle hoche la tête, comprenant que la stabilité familiale impacte directement la performance scolaire. Ce soir-là, Zoé fait ses devoirs à la table de la cuisine dans la maison de ma grand-mère, la maison dont j'ai hérité, que j'ai perdue et que j'ai rachetée, et je prépare le dîner tout en l'aidant avec des problèmes de maths. Elle travaille sur les fractions et commence à être frustrée. Mais elle continue d'essayer au lieu d'abandonner comme elle le faisait quand les choses devenaient difficiles. Je pense à la façon dont l'héritage reste intact dans son fonds fiduciaire, sauf pour des investissements conservateurs qui l'ont fait croître à plus de 5 millions de dollars. Tout cela attendant en sécurité pour l'avenir de Zoé pendant que je soutiens notre vie quotidienne grâce à mes propres revenus et un budget prudent. Ronald n'a accès à rien de tout ça. Aucune connaissance de la croissance du fonds, aucune capacité à manipuler ou voler ce que Francine a laissé pour sa petite fille. Zoé finit ses devoirs et demande si nous pouvons travailler dans le jardin avant le dîner, et nous sortons ensemble pour vérifier les tomates qui deviennent enfin rouges. Elle est excitée à l'idée de les cueillir bientôt et de faire une salade, de manger des légumes que nous avons fait pousser nous-mêmes dans le jardin de grand-mère. Je la regarde examiner soigneusement chaque plante et je pense à la façon dont elle s'épanouit maintenant avec une garde égale, un logement approprié et la sécurité émotionnelle de savoir que ses 2 parents l'aiment même si nous ne pouvons pas être ensemble. L'héritage a fourni la fondation pour cette stabilité, mais le travail quotidien d'éducation et d'amour est ce qui fait réellement la différence dans sa vie. L'email arrive le jour qui aurait été notre anniversaire de mariage, et je manque de l'effacer sans le lire parce que je me suis entraîné à ignorer la plupart des tentatives de communication de Ronald en dehors de l'application de coparentalité. Mais quelque chose me fait l'ouvrir. Peut-être la curiosité sur la manipulation qu'il tente maintenant. Et au lieu de colère ou d'accusation, c'est juste 3 phrases. Il écrit qu'il a pensé au passé et réalise qu'il a détruit tout ce qui était bon dans sa vie par ses propres choix. Qu'il a perdu une femme qu'il aimait, et une mère qu'il aurait soutenue s'il avait traité les gens avec une décence élémentaire, qu'il n'a personne à blâmer que lui-même pour finir seul et diminué. Il n'y a pas de demande de pardon, pas de supplication pour de l'argent, pas de manipulation, juste une brève reconnaissance de cause à effet. Je le lis 2 fois en essayant de trouver l'angle ou le piège, mais cela ressemble à une véritable reconnaissance des conséquences. Comme si Ronald comprenait enfin que sa cruauté calculée lui a coûté tout ce qu'il valorisait réellement. Je ne réponds pas parce que je ne lui dois ni pardon ni clôture. Parce que son moment de clarté n'efface pas 2 ans d'abus et de manipulation. Parce que ma guérison n'exige pas que je l'absolve de ce qu'il a fait. Mais je sens quelque chose bouger en moi quand je ferme l'email. Une libération des derniers fils de connexion à qui nous étions. Un lâcher-prise final du mariage qui est mort bien avant qu'il ne me signifie les papiers à l'enterrement de ma mère. La reconnaissance de Ronald ne change rien de pratique. Zoé a toujours la garde égale et le fonds fiduciaire reste protégé et je vis toujours dans la maison de ma grand-mère que je lui ai rachetée. Mais émotionnellement, cela ressemble à la dernière pièce de la vieille histoire qui se termine enfin. Comme si je pouvais fermer ce chapitre complètement et me concentrer entièrement sur la nouvelle vie que j'ai construite sur les cendres de ce qu'il a détruit. J'efface l'email et retourne préparer le dîner. Et quand Zoé rentre de chez Ronald, je lui demande comment s'est passée sa semaine et j'écoute ses histoires sur l'école et les amis. Et je ne mentionne pas l'email parce que ce n'est pas son fardeau de porter les regrets tardifs de son père. 6 mois après m'être réinstallé dans la maison, j'ai présenté Zoé à quelqu'un que je vois depuis quelques mois. Son nom est Keon, et nous nous sommes rencontrés au travail, où il traite tout le monde avec le même respect constant, quelle que soit leur position ou ce qu'ils peuvent faire pour lui. J'ai pris les choses prudemment et lentement parce que je ne répète pas l'erreur d'aller trop vite ou de laisser entrer quelqu'un dans nos vies qui n'a pas gagné cette confiance.
Keon arrive un samedi après-midi avec un jeu de société dont il a mentionné que Zoé pourrait l'aimer. Rien de cher ou de voyant, juste attentionné. Zoé est prudente mais amicale, restant près de moi sur le canapé. Pendant que Keon installe le jeu sur la table basse, elle lui pose des questions sur son travail et son chien et s'il aime la pizza avec de l'ananas, le testant de la façon dont font les enfants quand ils essaient de savoir si quelqu'un est sûr. Keon répond honnêtement, n'essaie pas trop fort, ne force pas l'affection ou l'approbation. Quand Zoé le bête au jeu de société, il la félicite sincèrement au lieu de la laisser gagner exprès, et je la vois se détendre légèrement en réalisant qu'il la traite comme une vraie personne. Après son départ, Zoé me dit qu'il a l'air gentil et demande s'il va revenir. Je lui dis peut-être parfois si elle est à l'aise avec ça, et elle hoche la tête et retourne dans sa chambre. Je lui apprends par l'exemple que les relations saines sont construites sur le respect et l'honnêteté, pas le contrôle et la manipulation, que les gens gagnent leur place dans nos vies par un comportement cohérent au fil du temps. Oswald m'appelle un mardi matin pour dire que les derniers papiers juridiques confirmant ma tutelle exclusive de l'héritage de Zoé sont prêts à être déposés. Je conduis jusqu'à son bureau en centre-ville et trouve les documents qui transféreront le contrôle à Zoé elle-même quand elle aura 25 ans, lui donnant accès à tout ce que Francine a laissé, plus la croissance issue d'un investissement prudent au fil des ans. Oswald explique les dispositions une fois de plus. Comment le trust est structuré pour pourvoir à l'éducation de Zoé et aux dépenses majeures de la vie tout en préservant le principal. Comment il y a des protections contre quiconque essayant de la manipuler ou de faire pression sur elle pour accéder à l'argent plus tôt. Il me tend une enveloppe scellée que Francine a laissée à Mio il y a toutes ces années avec des instructions strictes qu'elle soit donnée à Zoé pour son 25e anniversaire. Je tiens l'enveloppe avec précaution, sentant le poids du dernier message de Francine à sa petite fille, sachant qu'il expliquera tout quand Zoé sera assez grande pour comprendre toute l'histoire. Le testament de Francine inclut une lettre à donner à Zoé pour cet anniversaire, expliquant le raisonnement et l'amour de sa grand-mère, s'assurant que Zoé comprendra pourquoi les choses se sont passées ainsi et à quel point Francine voulait la protéger de l'égoïsme de Ronald. Je mets l'enveloppe dans mon coffre à la banque avec d'autres documents importants. Une autre pièce de l'héritage de Francine, attendant le bon moment. La paperasse est déposée cet après-midi-là et je sens quelque chose se calmer en moi, sachant que peu importe ce qui m'arrive, l'avenir de Zoé est légalement protégé et clairement documenté. Je rentre du supermarché un jeudi quelconque quand je passe devant le complexe d'appartements de Ronald et je le vois charger des sacs depuis sa voiture. Il a vieilli visiblement au cours des 3 ans depuis la mort de Francine, les cheveux plus gris et la posture plus voûtée, portant des vêtements qui ont l'air usés et légèrement trop grands. Je ne ressens rien d'autre qu'une légère pitié pour quelqu'un qui avait tout et l'a jeté pour l'illusion du contrôle. Quelqu'un qui aurait pu avoir une partenaire et une mère et la sécurité financière, mais qui a choisi la manipulation et la cruauté à la place. Je ne ralentis pas et je ne lui fais pas signe, je continue juste de conduire vers la maison où Zoé m'attend pour l'aider avec son projet de science sur la croissance des plantes. Le moment passe sans importance parce que Ronald n'occupe plus d'espace dans mes pensées, sauf comme un avertissement sur ce qui arrive quand on traite les gens comme des objets à contrôler plutôt que des humains à respecter. Sa vie est plus petite maintenant, et c'est la conséquence naturelle de ses choix, pas quelque chose que je dois célébrer ou sur quoi je dois m'attarder. Je rentre à la maison et aide Zoé à mesurer ses plants de haricots et à enregistrer les données dans son cahier, me concentrant sur la vie que je construis plutôt que sur celle que Ronald a détruite. 3 ans après la mort de Francine, je suis financièrement stable grâce à ma propre carrière après avoir accepté cette promotion et construit une réputation pour un travail fiable et de qualité. Je vis dans ma maison de famille récupérée où Zoé a sa propre chambre décorée comme elle le veut et un jardin où nous faisons pousser des légumes ensemble. Je partage la garde égale d'une fille épanouie qui a de bonnes notes et des amis et semble vraiment heureuse la plupart du temps. Je construis une relation saine avec Keon, qui me traite comme une partenaire égale, qui demande mon avis et respecte mes limites et partage les décisions du ménage au lieu de les prendre unilatéralement. L'héritage repose en toute sécurité investi pour l'avenir de Zoé, grandissant régulièrement grâce à des choix conservateurs et une gestion professionnelle, complètement séparée de nos vies quotidiennes. L'acte final de justice de Francine a fourni la fondation pour reconstruire ce que Ronald a essayé de détruire, m'a donné les ressources pour riposter et réclamer ce qui était légitimement à moi et à Zoé. Mais la reconstruction réelle s'est faite à travers 2 ans de travail quotidien, de se présenter aux échanges de garde avec dignité, d'être présente pour les événements scolaires de Zoé, de prouver par une action cohérente que j'étais le parent stable malgré ce que les avocats de Ronald prétendaient au tribunal. L'argent comptait, mais le caractère comptait plus. Et j'ai construit cette vie grâce au don de Francine et à ma propre détermination à être meilleur que ce que Ronald a essayé de faire de moi. Je plante des fleurs sur la tombe de Francine avec Zoé, qui a maintenant 10 ans,
et qui pose des questions réfléchies sur la vie et les choix de sa grand-mère. Elle veut savoir pourquoi grand-mère Francine lui a laissé l'argent au lieu de papa. Et je lui dis la vérité de manière adaptée à son âge, comment grand-mère Francine était une femme qui croyait à la protection des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes et à la récompense de l'attention sincère plutôt que l'obligation du sang. J'explique que parfois la famille n'est pas juste avec qui on est apparenté, mais qui se présente et vous traite avec amour et respect. Zoé hoche la tête sérieusement et place les fleurs soigneusement autour de la pierre tombale, des pétunias violets qui étaient les préférés de Francine. Elle demande si grand-mère savait à quel point l'argent nous aiderait, et je lui dis que oui, que grand-mère était très intelligente et voulait s'assurer que Zoé serait toujours en sécurité et aurait des opportunités. La vie n'est pas parfaitement juste, et je porte une culpabilité complexe quant aux circonstances qui ont mené à ce résultat, au fait d'avoir commencé ces visites avec des arrière-pensées, même si l'affection est devenue sincère. Mais Zoé est en sécurité avec une garde partagée et un fonds fiduciaire qui paiera ses études et l'aidera à commencer sa vie d'adulte sans dette. Je suis stable avec une carrière, une maison et une relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle. Et Ronald fait face aux conséquences naturelles de sa propre cruauté. Vivant dans un petit appartement et faisant un travail qu'il déteste parce qu'il a détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie en recherchant le pouvoir sur les autres. C'est plus de justice que beaucoup de gens ne reçoivent jamais. Et j'apprends à accepter qu'une justice imparfaite vaut toujours mieux que pas de justice du tout.